Salut, camarades de la chose ludique. Noël arrive avec des pas plutôt énormes, ce qu'on appelle des grands pas. Et il sort des trucs qui nous semblent un peu supérieurs à la moyenne. Cette vidéo s'appelle C'est Dispo. Et avec Nicolas, qui est là avec moi ce soir, Coco. parce que Sébastien est en train de regarder Indochine Oh. au cinéma, on balance un peu sa vie, c'est à nous qu'il incombe de présenter les jeux de cette semaine. Il y en a, comme à l'accoutumée, une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Des trucs monstrueux et une chose qui, pour nous, est assez constitutive de ces jeux qui marqueront 2022. Ça fait maintenant une dizaine de jours qu'on a reçu la boîte de ça, et dans l'équipe, on ne joue plus qu'à ça. Et on est de plus en plus convaincus que dans Challengers, il se passe des choses qui ne se passent pas dans tous les jeux. Et si nous, qui pouvons parfois avoir un côté un petit peu blasé, on joue à des trucs tout le temps, ok, ça c'est bien. S'il y a un jeu qui nous fait nous arrêter, qui nous fait dire, mais en fait on veut jouer à ça, c'est qu'on a bien conscience qu'il se passe dans ce jeu-là des choses qui ne se passent pas dans tous. Ça a pu être le cas avec Living Forest, avec Almanac en début d'année, avec Wingspan, avec d'autres choses, de se dire, les murs vont se mettre à trembler. On va vous retartiner 4-5 fois les oreilles de Challengers. Parce qu'encore une fois, c'est assez exceptionnel. Ce qu'on va maintenant prendre aussi le temps, c'est vous dire pourquoi on va vous rebassiner avec Challengers. Pourquoi ça vous parlerait? Pourquoi ça vous parlerait pas? Et puis avec Nicolas, on va faire le tour de toutes les sorties de la semaine. Je propose de vous montrer la boîte de Challengers et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce jeu un peu fifou. Traversons le magasin. Hop là. Ah oui, il y a un exercice de cadreur. Hop. Vas-y. Donc bon, on en a mis un peu partout parce qu'on est des gens rigolos et qu'on voulait bien vous montrer tout ça. Voici Challengers. On va le... Il y en a partout. Il y en a partout. Voici Challengers. Un jeu qui va jouer de 2 à 8. Les parties, c'est 45 minutes. Et aller, c'est 40 €. Une boîte de Challengers. Un jeu de Johannes Kremer et Markus Lavicek qui sont connus pour quelques jeux de l'ordre de Marie, notamment, petit jeu solo, Crétin C. C'est les gens derrière ces jeux-là. L'éditeur, c'est Zedman, c'est Sophie Gravel, c'est Azul, c'est Pandémie. Bon, on est plutôt en valeur sûre et c'est une adaptation d'un jeu de One More Time Games. Ils ont déjà fait un autre jeu, mais je sais plus lequel. Un truc qui n'était pas aussi. C'est pas les Daft Punk, c'est pas pareil. Non, c'est pas les mêmes. Ok. Qu'est-ce que c'est Challengers? Eh bien déjà, c'est un truc assez atypique. Si on voulait, moi souvent au magasin, je me marre, les gens je dis regardez, je vais vous le pitcher et je vais super mal vous le pitcher. Par exemple, si je voulais, si je dis tiens, je vais mal vous pitcher The Crew, je fais bah en fait vous jouez à la belote, mais vous essayez de vous faire gagner les uns les autres. Ah d'accord. Je veux mal vous pitcher Micro Macro, je dis bah c'est un Wisharly où il y a des meurtres partout. Ah d'accord. Je veux mal vous pitcher Wingspan, bah c'est le Pokémon des oiseaux. Ah oui d'accord, je vois l'idée. Si je veux vous pitcher Challengers, je dirais, bah, c'est un deck building, c'est un tournoi de deck building dans lequel vous jouez à la bataille. Ah, d'accord. Ça a pas l'air bien, ça. Ouais. T'as vu comme ça a pas l'air bien? Non. Et pourtant, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Challengers? Donc un jeu qui joue 2 à 8. Vous allez vous retrouver autour d'une table, à 2, à 3, à 4, 5, 6, 7, 8, avec, au début du jeu, un petit paquet de cartes. Chacun va avoir le sien, chacune. Un petit paquet de cartes qui est composé de cartes qui valent 1, qui valent 2, qui valent 3, qui valent 4, une championne, un chien, une recrue. Une petite carte qu'on a reçue au début du jeu va nous dire ceci. Lors de la manche 1, je serai installé au plateau 1, le plateau qui est vert. Lors de la manche 2, je vais m'asseoir autour du plateau violet. Lors de la manche 3, je vais être assis du côté rouge, puis violet, puis jaune. Vous allez donc physiquement changer de place autour de la table, autour de la partie. Vous allez affronter des joueurs différents. Pour des petites manches de bataille que vous jouez avec un autre joueur qui vont durer 5 minutes chacune. Qu'est-ce qui se passe lors d'une bataille? Bon alors là, c'est... Allez, on mélange son paquet et on va venir s'affronter. Tiens, je vire le tapis rouge pour faire un tout petit peu plus de place. Voilà ce qui va se passer. Admettons qu'on fasse un pile ou face pour savoir qui commence. Très bien, le joueur blanc, c'est Nicolas qui va commencer. Allez, tu vas retourner une carte, tu as le chien, le 3, tu prends possession du drapeau. Ok. Très bien. Maintenant, tu dois me battre. Mon but, c'est de récupérer le drapeau. Mon but dans la bataille, c'est donc de finir avec le drapeau, ou alors de faire en sorte que Nicolas soit éliminé. Je vais retourner une carte, le capitaine, c'est que 2, c'est pas assez fort. Je retourne encore une carte, ça s'additionne. Je suis à 3, je vole le drapeau. Okay. Nicolas, ton chien part ici. Sur le banc, il est dégagé, et tu pioches de nouveau une nouvelle carte.
Tac. Oh, tu as un 2, mais cette fois-ci, c'est une mieux carte que spéciale. Ah oui, parce que tu as regroupé tes cartes. Moi, je recoupe ma carte, je suis battu, tu récupères le drapeau et tu appliques l'effet de ton personnage. Regardez les 2 premières cartes de votre deck, placez-en une dessous et une dessus. Donc je regarde mes petites cartes. Oh, bah, je vais garder celle-là au-dessus, elle est plus forte, et je mets celle-là en dessous. Vous avez compris, on va jouer comme ça à la bataille au fur et à mesure. Le match va s'arrêter dans 2 cas. Si jamais à un moment c'est à moi de jouer et que je n'ai plus de cartes à jouer, j'ai perdu le match. Si à un moment je dégage des cartes de Nicolas et ça déborde son banc, il a perdu le match aussi. Clairement, c'est un jeu qui va se jouer chaque manche en 3, 4, 5 minutes. Et vous l'avez bien compris, on tire les cartes. Première question, nous avons préparé un petit lot de questions. Alors au passage, on va gagner des coupes, ça va nous faire des fans. Oui, et puis on va au fur et à mesure de deck, chaque manche, on va récupérer des nouveaux fans. Et on va donc pouvoir accéder à la finale. À la fin de la partie, il y a une finale entre les joueurs, savoir qui fait ça. L'astuce, c'est qu'entre chaque manche, on va pouvoir deck builder. À savoir, au début de la manche 1, on va me dire, va dans le paquet A, va chercher des cartes, prends-en 5, choisis les 2 que tu veux rajouter dans ton deck. Elles ont chacune appartiennent à des familles différentes et elles déclenchent chacune des petits effets différents. Donc, on part avec le même deck, mais on implémente avec des familles différentes au fur et à mesure de la chose. Et tout ça va déclencher des petits effets spéciaux comme ça au fur et à mesure. C'est donc assez malin. Et plus on avance dans le jeu, plus on va taper dans des cartes de plus en plus fortes, notamment la carte du canard, et qui est grave cool. C'est un canard géant. Mais la vache, elle est pas mal aussi. Il est fort, il fait 5. Ouais. La vache, elle est top. Bien. Voilà l'idée. Au fur et à mesure, on se bat avec des cartes de plus en plus fortes. Mais on joue en automatique. Un peu comme vous jouerez à Teamfight Tactics. C'est un nom, les chess tomateurs, je sais plus quoi, je suis très mauvais pour trouver les noms. Ceux qui ont joué à League of Legends savent. Répondons maintenant à 5 questions qu'on a déjà préparées à l'avance sur Challengers. La première étant, Challengers est-il un jeu dans lequel on ne fait pas de choix? Sans choix. Un jeu sans choix. Parce que quand vous jouez, vous ne faites jamais que dérouler des cartes au pif. Vous jouez à la bataille. Challengers est très loin d'être un jeu dans lequel vous ne faites pas de choix. Ben non, rien que là. Rien que là. Déjà, tout plein de cartes, vous vous demandez de faire des choix au fur et à mesure de la bataille. Challengers, c'est un jeu qui déporte le moment dans lequel vous faites des choix. Vous ne faites pas des choix pendant que vous êtes en train de jouer, vous faites des choix entre les parties. Challengers, est-il un jeu sans choix? Non, ce n'est pas un jeu dans lequel vous ne faites pas de choix. Vous allez vous l'entendre dire partout sur les réseaux sociaux, ah, c'est un truc automatique. C'est faux. Il faudrait que j'ai un stand, c'est dans un parc avec Challengers, c'est la bataille en mieux, faites-moi changer d'opinion. Tu sais, il y a ça dans les parcs. Ça, on va faire un même. Deuxième interrogation. Challengers est-il un jeu parfaitement incontrôlable? Parce que voilà, votre deck, des fois vous avez des cartes qui disent désormais toutes les cartes que vous jouez font des points en plus, désormais il se passe ci, il se passe ça. Ben, je vous annonce, si elle tombe à la fin, vous allez chialer. Si elle tombe au début, ben, ça sera super fort. Vous allez être mélangé. Donc au final, est-ce qu'on contrôle quelque chose dans Challengers? Peut-être pas. On contrôle ce qu'on rajoute dans son deck. Voilà ce que vous contrôlez. Et c'est déjà beaucoup. Maintenant, c'est ce qui crée aussi le phénomène emballant et enthousiasmant de Challengers. Vous avez trouvé là votre putain de carte qui va dire « Ah, quand je la joue, toutes mes cartes jaunes font plus 2, et il se passe ci, il se passe ça. » Bien. À chaque retournement de carte, vous priez pour que ce soit elle. Allez! Oui! Le gangster! Tiens! Et c'est ça, Challengers. On est en pleine Coupe du Monde. Et les putains de jeux de stade, c'est lui. C'est Challengers. Quand vous jouez à ça, ça gueule, ça exulte. Et maintenant, non, c'est le capitaine! Non, pas maintenant, mais elle est où? Et voilà, ça râle. Et c'est les montagnes russes émotionnelles. Quand ça marche, vous hurlez de plaisir. Quand ça marche pas, vous hurlez de déplaisir. Mais au moins, vous avez joué un truc super vivant. Et pendant que vous êtes en train de hurler à votre table, ça hurle aux tables à côté. Et ça, c'est magique. Est-ce que le jeu est absolument contrôlable? Oui. Non. À vrai dire, on s'en fout peut-être un peu. Parce que ça procure un plaisir de jeu qui est un peu différent. Ce n'est pas incontrôlable, pour la bonne et simple raison qu'on est sur un jeu de deck building. Vous allez acheter des cartes. À chaque début de match, vous avez la possibilité de dégager ce que vous voulez de votre paquet. Toutes vos cartes, vous pouvez dire hop, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Vous ne jouez qu'avec les cartes que vous voulez. La part de contrôle est donc plus importante que ce que vous pensez. Mais qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous dégagez? Une fois que vous aurez dégagé, vous ne les reverrez pas. Question suivante. Ah, ma préférée. Challengers est-il un jeu moche? Vous l'avez vu? Regardez-moi cette couverture. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que peut être Challenger en regardant ceci? Est-ce que vous pensez sérieusement que ça, on parlait de Wingspan, de Living Forest, que ça peut se battre en face?
Eh bien, est-ce que Challengers est un jeu moche? Regardez même les illustrations des cartes. Le bouffon, le squelette, vous les avez toutes ici, le clown, la servante. Challengers est-il un jeu moche? Très clairement, moi je coche. Bah oui. Oui. On est d'accord. Oui. C'est très laid, Challengers. Mais on s'en fout. D'un autre côté, c'est lisible. C'est très lisible. C'est un 2, c'est écrit en gros. Ça ne pose aucun problème pour jouer. Juste, vous n'aurez pas acheté un jeu magnifique. Et après, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez des jeux super beaux, mais souvent pas terribles, parce qu'il faut un peu vous appâter. Ou alors, vous voulez des jeux... Alors, vous voulez les deux, j'ai bien compris. Bon, mais Challengers, Lorraine, dans un podcast il y a pas longtemps, m'a dit « Tu es le défenseur des jeux moches ». Ouais, cette année, j'aurais défendu Challengers et Oula Ou. Hein, un homme qui n'a pas de goût. Challengers est-il un jeu à jouer à nombreux? Je vous l'ai expliqué. C'est un truc dans lequel vous faites des tournois, vous êtes nombreux autour de la table, vous changez de pièce, tout ça. Eh bien, Challengers est-il un jeu à jouer à nombreux? Non. Très clairement, c'est 2 8 joueurs, et aussi étonnant que ça puisse paraître, Alors, c'est bien bon, à 2, c'est bien à 4, Oui, voilà. c'est bien à 6, c'est bien à 8. On peut y jouer à 8. Vous On pouvez peut y jouer à 2. Alors on y a même joué, pour tout vous dire, on À y a 16. même joué à 16. Si vous nous suivez un peu sur Instagram, vous avez dû voir des stories, des trucs comme ça passer. On a fait des soirées dans le magasin dans lesquelles on était là, avec une table de gens qui jouaient à 8, et là-bas, avec une autre table de gens qui jouaient à 8. Clairement, il faut 2 boîtes pour faire ça. Et les gagnants de chaque table ont affronté le gagnant de la table en face. Ouais, même que j'ai gagné. Oui, et tous les autres étaient là. Allez Didier, ouais. Il y avait le jeu du monde qui était avec nous. Ouais, Amandine, for the win. Bon, c'était fabuleux. Et là, cette espèce d'ambiance de stade de... Puis à des moments, vous rencontrez quelqu'un que vous avez déjà battu au tour 1, et donc il y a le retour du truc. On est clairement sur un jeu sportif. Bon, ça marche aussi à 2. Quand vous allez jouer à 2, votre but est qu'il y ait un écart de 11 points, de 11 fans. Vous faites des batailles, vous gagnez des fans au dos des coupes au fur et à mesure. Donc, chaque bataille va commencer à influer. Et plus vous avancez dans les coupes, plus le nombre de fans à gagner devient important. Voire même, quand vous jouez certaines cartes, par exemple le clown, s'il arrive à prendre position du drapeau, c'est un 1, hein, ça va être chaud. Hein. Et bien du coup, il y a des fans qui l'applaudissent. Qui Petite étoile. Des petites étoiles. Ouais. Donc, même à 2, pour... moi je balance, faut vraiment pas me parler. C'est Théo, mais il a fait une story d'ailleurs ce matin pour en parler. Théo Rivière, un auteur de jeu, si d'aucuns ne le connaîtraient pas encore, c'est son jeu de l'année. Lui aussi. C'est un des trucs qui... il y joue tout le temps avec sa compagne, l'autrice de La Maison des Souris, de Hataton, qui est aussi ludicaire, qui s'appelle Elodie, qui est une fille fabuleuse. Et bien du coup, même à 2, c'est le truc, ça a remplacé Fantasy Realms, ce truc. Donc, c'est méga malin. Nicolas, tu lèves la main. À 5, à Alors, 3, voilà. à 7. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un nombre impair. Ouais. Quand vous jouez un nombre impair, un joueur autour de la table va affronter un robot. Un ennemi un peu factice qui va dérouler son deck. Ouais. Et tu nous l'as vendu comme un truc, ouais, c'est nul, le robot, il est tout naze, il a des cartes pourries et Oui. tout. On a fait une partie avec des potes et le robot lui a roulé dessus. Et on a refait une revanche et dans la règle, il y a oh, si vous voulez que le robot soit un peu plus dur à battre, changez juste 2 cartes dans son paquet. Le truc nous a roulé dessus, il a failli aller en finale la dernière fois, le robot, quoi. Ça s'est joué à un match près. Infernal. Bon, c'est quand même moins rigolo de se battre contre un truc. Tout à coup, vous êtes autour d'une table et vous êtes en train de jouer à un jeu solo pendant que les autres s'amusent à côté. Ben, c'est pas parfait. Ça permet d'y jouer, mais essayez d'être 4, d'être 6, d'être 8, d'être 2. Bon, les nombres impairs, Challenger, c'est quand même un jeu à jouer en nombre pair. Ok, je vous le concède bien allègrement. Mais voilà. Challengers, Game Changer. Ça, qu'est-ce qu'on appelle des Game Changers? Ouais, voilà. Ouais, cette année, par exemple, tout le monde s'est pas mal touché la nouille sur Ark Nova. Hop, lui. À juste titre, Ark Nova est un excellent jeu. C'est super malin, il y a des trucs à dire, à reprocher, mais en tout cas, pour ce qu'il propose, ça le fait super bien. Mais, il n'y a pas d'avant et d'après Ark Nova. Le monde n'a pas changé. Ce que vous vivez dans Ark Nova, vous l'avez certainement vécu dans Projet Gaïa, vous l'avez certainement vécu dans Terraforming Mars. L'expérience du jeu ne s'en trouve pas absolument changée. Il y a eu des débats l'autre jour sur des autrices qui ont sorti un livre sur les jeux qui ont changé la face du jeu de société. Il y a eu des débats sur Wingspan, des gens qui disaient « Mais non, Wingspan, qu'est-ce que ça fout là ?» Ben moi je suis désolé, quand le spiel est donné à Cascadia, quand vous voyez autant de jeux sur la nature dans votre magasin, quand vous parcourez le rayon de magasin, c'est que Wingspan a changé quelque chose à tout ça. Est-ce que ce qui joue est un game changer? Oui. Est-ce que Love Letter est un game changer? Oui.
Est-ce que des trucs comme, je vous en passe, mais des Shoten Toten, tout ça sont des game changers? Oui. Est-ce que Challenger est un game changer? Est-ce que ce style de jeu-là, de bataille, de tournoi, de jeu qui en fait a un élément essentiel. Quand vous jouez à des Pandemic Legacy, quand vous jouez à des Dilemmes du Roi, quand vous jouez à Ion Sen Legacy, dites-vous bien une chose, les moments les plus forts pour tous ceux qui ont vécu ces jeux-là sont les moments dans lesquels vous n'êtes pas en train de jouer au jeu lui-même, dans lesquels vous faites les choix entre les parties. Challenger est un jeu qui déporte totalement tout le jeu là-dedans. Le reste n'est qu'un immense jeu d'ambiance dans lequel on joue la bataille. Avec son choix, je vous les avais compris. Mais il déporte le moment intelligent dans les phases où on ne joue pas. Le moment de choix, c'est pendant cette phase-là. Et ça, eh ben c'est top. Et donc, je pense que cette vision du gameplay de qu'est-ce que doit être un jeu, à quel moment on est en train de faire des choix, à quel moment on s'amuse, à quel moment on influe sur la partie, Challengers recentre ça pour proposer uniquement ça. Et tout le reste devient une espèce de grande fête et de grand jeu de stade. Quand on joue à ça, on est un peu hors sol. Parce qu'à la fois, on a l'impression de se marrer. On a l'impression de vivre une soirée un peu folle. Ou allez, c'est la finale, c'est la finale. On a l'impression aussi de discuter avec les autres comme si on avait fait un deck magique. Eh, moi j'ai un deck majordome, vas-y, deck mime, bam, le canard, elle est serveuse. On a l'impression de faire des Friday Night Magic de gens un peu bourrés qui sont en train de jouer à un jeu de Djeko ou Abba pour enfants. Eh ben, c'est quand même cool de se dire, allez, on n'est pas toujours en train de se baigner dans la même rivière et de jouer à un truc un peu différent. C'est 40 balles. La boîte est affreusement et inutilement pleine de vide. Bon, oui, mais alors... J'exagère. Mais ça... On se demande si ça va pas se remplir quand même à terme. Ce sont les extensions. Non. Mme Gravel, on en veut des extensions de ça. On en veut. Et ça, ce truc-là, on le défend comme des damnés, comme des forcenés. On a reçu une boîte la semaine dernière. En allemand. En allemand, pas de bol. Pas de bol, on ouvre les cartes en allemand. Il n'y a pas que vous qui ouvrez des jeux. Franchement, des fois vous plaignez, fait ouais, j'ai acheté un jeu, il manque une pièce. Bon, ouais, j'ai une livraison, les jeux ils sont défoncés. Mais vous croyez quoi? On passe notre temps nous à recevoir des trucs défoncés ou dans lequel il manque des pièces et qui va pas. Regardez, cette semaine on a reçu des puzzles de chez Yellow là. J'étais pas sûr qu'on allait les montrer. Tu vois. Bon, ben ils sont défoncés. Ils sont magnifiques. Ça nous arrive nous aussi. C'était pas pour dire ça. Ce que vous vivez vous chez vous, on va le vivre aussi. Hein. On est des joueurs, on a les mêmes comportements. Et là, ce truc-là, là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas eu des boîtes avant? Pourquoi? Moi, je vous en parle là dans le vide, dans un C-Dispo, en prenant une place folle. Je vais me faire lyncher suite à ça. Comme lorsqu'on est sorti là-haut, comme Almanac est sorti. Parce qu'on va nous dire, le passe-temps, ils en font des caisses. Le passe-temps, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est de jouer et d'essayer de jouer à tout. Toute l'équipe, on est là à dire, putain, ça, c'est fabuleux. Il faut ce truc-là qu'on y joue avant. Il faut qu'on puisse sortir des vidéos dans lesquelles on y joue, on en parle. Ça, c'est pas normal que tout à coup ça sorte au milieu de nulle part, que personne n'a entendu parler. Ce n'est pas normal quand on est Z-Man de ne pas donner aux gens la possibilité de défendre les choses aussi bien que ce qu'ils voudraient. Moi j'espère qu'en 2023 les choses changeront un peu là-dessus et qu'on sera moins à se dire mince en fait on va se retrouver seul au milieu du désert à prêcher la bonne parole, ce qui pour nous est la bonne. Et on va se prendre des tirs de bazooka de tous les gens qui vont dire « Mais c'est hasardeux, mais c'est de la merde, et le passe-temps, ils vendent des jeux dans lesquels il faut plus réfléchir, à débrancher le cerveau, on se croirait chez Hanouna. » C'est pas le cas. Ça, 2023, on fera des vidéos dans lesquelles on va jouer à ça. Je veux que vous compreniez ce qui se passe dans ce truc-là. En attendant, si vous venez choper des boîtes de Challenger, si ça vous... Bon, déjà, si vous l'achetez chez nous, gloire, félicité et fortune. On se casse un peu le cul à faire tout ça. Si vous nous achetez des jeux en retour, ok. Je pense que ça fera plaisir à toute l'équipe, y compris à moi-même. Si jamais vous êtes des boutiques et vous commandez ça chez Asmodée, vous pouvez laisser des commentaires pour dire « Je le commande parce que le passe-temps apparaît dans sa vidéo. » Bisous. Qu'au moins, ils sachent d'où ça vient. Voilà, si vous jouez à ça, allez en parler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on y a fait jouer à quoi une vingtaine de personnes différentes? Ouais, c'est ça. J'ai croisé que 2 personnes pour l'instant qui sont plus réticentes sur le jeu. Mon conjoint, mais qui n'était pas dans les meilleures dispositions le soir où on y a joué. Même Arnaud de Meeple on Fire était quand même assez... merde, est-ce qu'il y a un jeu ou pas de jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quoi? J'espère qu'il fera une vidéo dessus pour en parler. Mais allez parler de ça. C'est trop atypique. Je dis pas que j'ai raison sur tout, je dis pas que ça doit plaire à tout le monde. Je vous explique bien ce qui vous plairait, ce qui vous plairait pas. Mais quand même, c'est intellectuellement très plaisant de jouer à ça. Bon, je vais arrêter d'en parler pendant 20 jours. On va avancer et parler de trucs. Parce que cette semaine, il n'y a pas que Challengers, même s'il y a Challengers.
cette semaine, qu'est-ce qu'il y a, messieurs, mesdames, au programme? Alors là, accrochez-vous, vous allez voir. Il y a Tokaido Duo, allez. Il y a Valbara qui est là, il y a un petit peu de retard, mais il est là. On continue de l'autre côté. On vous parlera ensuite de Encyclopédia, de Batman Infiltration de la Team Kaedama, de Détective Batman. T'as oublié Évasion. J'ai oublié Évasion. On parlera de Paper Tales, la grosse boîte. Eleven, un jeu de foot, parce que voilà, Coupe du Monde de foot, le vrai jeu de tournoi, c'est Challengers. Sky Mines, la réédition de Mombasa. Time of Empire, qui est sorti aussi. Tout plein de puzzles, de retour en stock et de choses. Je propose, on continue. Ils sont là, les pauvres. Oui, il y a Boogeyman, il y a Piège Obscur en plus qui est là cette semaine. Vous n'êtes pas couché, comme dirait Laurent. Je vous propose qu'on commence par les petites choses. Studio H, Olivier Sipierre, qui est l'auteur de Happy Families, excellent petit jeu pour enfants sorti cette année. Valbara propose une chose, propose une version miniature de l'excellent Libertalia. Ouais. Très excellent Libertalia, très très bon. Qui a été réédité cette année. Du coup, vous dites, mais j'ai pas joué à Libertalia, arrêtez de faire du game name dropping, on se croirait dans un album de Vincent Delerme. Eh bien, tu sais, il dit toujours des noms, c'était le Blanc-Juin, tout ça. Eh bien, on est un peu comme ça, nous aussi, au passe-temps. On dit des noms. Dans Valbara, on va jouer un peu comme dans Libertalia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a reçu un petit set de cartes au départ. On a reçu rigoureusement le même set de cartes. On va prendre le 1, le 7, le 3, le 10, le 6, le 8, tout le monde, autour de la table, on prend les mêmes. Pour toutes les cartes. Tu le prends toutes? Ouais, on n'a même pas besoin de faire deux fois. On prend toutes les cartes. Attrapez-les tous! Bien. Et tu en pioches 5. De votre paquet, vous mélangez, vous en piochez 5. Et là, vous jouez aussi ce qu'il prend. Ah, ils disent encore des noms de jeu, c'est vrai. On pose tous une carte en simultané au centre de la table, on retourne. On va venir les activer dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. À savoir, le 1 va jouer en premier, puis ici, la cavalière jouerait, puis en dernier, le fermier. Dans l'exemple, on en joue une partie à 3. Déjà, pourquoi vous voudrez jouer avant les autres? Parce que jouer avant les autres, ça vous permet de récupérer En premier. un paysage. Et le paysage va vous permettre de marquer des points. Par exemple, vous marquerez 2 points par c'est quoi? C'est des domaines différents. C'est des domaines différents, par type de paysage différents que vous avez récupérés depuis le début du jeu. Bon. Ici, vous avez 1 point par carte qui sont autour des paysages rouges, si j'ai bien compris. Non, c'est paysage j'ai rouge essayé. chez toi et chez les voisins. Allez, d'accord, très bien. Et ici, Nicolas. 2 montagnes, 10 points. 4 montagnes, 20 points. Mais en général, c'est galère d'avoir les 4. Ouais, il faut choper les 4. Bien, donc vous voulez jouer en premier pour prendre ce qui vous arrange et ne laisser aux autres que du caca. Mais chaque carte a un petit effet spécial et particulier qui risque de vous arranger ou pas vous arranger. Par exemple, tous les joueurs ayant une combattante en main peuvent la révéler. Tous les joueurs qui ont une combattante en main peuvent la révéler pour gagner une pièce. Voilà. Donc, si vous la jouez, bah c'est cool, vous choisissez en tout le monde. Mais tous les gens qui ont une combattante, je l'ai aussi. Je fais des points pendant ce temps-là. Ah, ça va pas vous arranger. Le fermier, le 12, doublez la récompense du territoire que vous ajoutez à votre domaine au cours de cette manche. Mais vous choisissez en dernier. Donc en fait, vous allez récupérer, les autres vont vous laisser les territoires nazes. Donc vous allez doubler un truc naze x2. Il faut être un peu partagé entre tout ça. Qu'est-ce que je veux jouer en premier, tout ça, machin, vous l'avez compris. Partant de là, on est avec ses potes, on joue, on retourne, on applique. À partir du moment où les paysages ont été récupérés, on fait descendre ceux du haut, on en remet 3 autres, et comme ça, au fur et à mesure, à vous de faire le plus de points au fur et à mesure de la partie. C'est fluide, c'est rapide. On est, avec Studio H, dans les mêmes boîtes de jeux qu'Oriflamme. Et on est clairement dans la même intention de jeu. Je joue avec des trucs malins avec mes potes, à Love Letter, à Oriflamme, avec un gameplay un peu malin, un peu intéressant. Du coup, très bien. Là, encore une fois, toute l'équipe, alors moi, vous avez bien compris que j'ai pas joué, je me trompe sur la règle une fois sur deux, et on est obligé de me dire « Hey Simon, t'as pas fait ça ?» Bah oui. Nous, on y a joué plusieurs fois, et c'est très très cool, et ça se joue très rapidement. Et oui, c'est vraiment une quinzaine de minutes par partie, et ça s'enchaîne, et c'est fluide, et c'est trop trop bien. Eh bien, trop bien. Tokaido Duo, un jeu à 2, là pour le coup, parce que Valbara, autant vous dire, le nombre de joueurs, c'était un chouïa plus. Mais alors, Tokaido Duo, il est arrivé vendredi dernier. Donc, dans le set dispo de jeudi dernier, il n'y était pas. Chers amis distributeurs, si vous faites en sorte que nous soyons livrés en temps et en heure, nous serons à même de défendre vos jeux la semaine même de leur sortie. Qu'est-ce que c'est Tokaido Duo? Votre but est de gérer la vie de 3 petits personnages, un marchand, un peintre et je sais pas comment on pourrait dire, une sorte de prêtre, on va dire. Non? Un pèlerin? Je sais plus. Ouais, je crois que ça s'appelle le pèlerin. Le pèlerin. Chacun d'entre eux va se déplacer sur le plateau de manière un peu particulière. Nous allons jouer chacun notre tour avec mon adversaire, avec des dés. Où est-ce qu'ils sont les dés? Devant toi. Ils sont là, les dés. Admettons que, et votre but, donc c'est votre personnage, les mener un peu au bout de leur vie, vous allez comprendre l'histoire. Un peu comme moi, des fois, dans les semaines où il sort 50 jeux. Un peu au bout de leur vie. Je vais jeter les 3 dés qui sont ici. Je vais en choisir un. Ah, celui-là, je le veux. Nicolas va en choisir un. Et forcément, il va m'en rester un. Je vais donc faire 2 actions. Nicolas en fera une. De nouveau, on reprend les dés, on les rejette.
Bam. Nicolas, tu en choisis un. Moi, j'en choisis un. Tu en choisis un. C'est facile. 2 actions, une action, 2 actions, une action, 2 actions. Quand vous choisissez le dé, what is le draft, vous choisissez aussi bien un dé qui vous arrange, et vous choisissez aussi un dé que vous ne voulez pas que l'autre puisse avoir. Chaque dé permet de déplacer un personnage différent. Alors, figurez-vous que c'est pas compliqué. Le dé avec le pinceau permet de déplacer le peintre. Le dé avec le boulier permet de déplacer le marchand, parce qu'il est un vendeur de boulier. Et le dé avec le petit chapeau permet de déplacer Le pèlerin. le pèlerin. Chacun se déplace de manière différente. Ah oui. Bien. Alors, lui là, le pèlerin, non, c'est ça? Lui, alors le Ça, c'est peintre. le pèlerin, c'est celui qui fait le tour. Ouais, il fait le tour. Alors le pèlerin, il n'est pas très compliqué. Il se déplace dans le sens du guide montre sur les cases du bord du plateau. Bon, vous avez vu, c'est les petits chevaux, hein. Pas très compliqué. Alors, s'il arrive sur un tori, ça vous fait avancer votre tori. S'il arrive sur du bambou, ça va avancer le bambou. Et à la fin, votre score, c'est tori fois bambou. Hein, donc 3 x 5. 22. Très bien. Les règles sont aussi simples que l'esprit de calcul mathématique de Nicolas. C'est pour vous dire. Voilà l'idée. Et il y a des cas sur lesquels, des fois, vous allez gagner des petits bonus pour vos personnages. C'est un petit peu plus riche que ça. Bien. Le peintre. Le peintre, il se déplace de case en case, comme ça, au fur et à mesure. Chaque fois que vous allez, au fur et à mesure du jeu, retourner, quand vous vous déplacez, vous pouvez utiliser le dé pour non pas vous déplacer, mais retourner des petites plaquettes qui sont devant vous. C'est l'ordre des cases sur lesquelles vous devez vous rendre. Vous devez d'abord vous rendre sur une case dans laquelle il y a la lune. Donc à partir du moment où vous avez retourné, vous allez vous déplacer, et si vous arrivez genre j'arrive sur une case dans laquelle il y a la lune, j'enlève cette plaquette, j'ai marqué 2 points. Désormais, je dois me rendre sur le mont Fuji. Si je me rends sur le mont Fuji, je l'enlève, pif, marqué 4 points. Donc il faut d'abord les retourner pour que vous ayez la liste des lieux à visiter, puis les visiter. Rien de bien compliqué. Le dernier, c'est le marchand. Le marchand, un peu comme Karine, vous allez la déplacer, voilà, hein, elle va voir des agriculteurs, vous la déplacez de case en case, sur ces cases qui sont ici. Vous avez des lieux dans lesquels il y a écrit 3, il y a écrit 2, il y a écrit 4, c'est les lieux dans lesquels vous vendez. Vous vendez quoi? Des trucs que vous aurez récupérés. Parce que voilà, il va falloir faire en sorte, sur ces cases-là, de piocher du sac autant de marchandises qu'indiqué sur le numéro. Et les marchandises, c'est ceci. Exactement. Des bouteilles d'eau, des petits éventails et des petites poupées kokeshi. Vous allez mettre ça sur votre petit plateau qui est ici. Très bien. Chaque fois que vous arrivez dans un lieu, ici, si vous vous déplacez jusque-là, vous pourrez vendre chacune de vos bouteilles pour 4 pièces. Ici, vous pourrez vendre chacun de vos kimonos pour 4 pièces. Ici, vous pourrez vendre chacun de vos éventails pour 2 pièces. Ah, mais là-haut, c'est 3 pièces, c'est mieux, mais c'est plus loin. À vous de voir où est-ce que vous voulez voyager. À partir du moment où vous commencez à vendre vos choses, vous allez prendre des sous. Pour chaque lot de 10 pièces, vous allez pouvoir venir mettre un petit marqueur ici. Et on vous fait du scoring. Et au fur et à mesure, vous scorez des points. Jusqu'à ce qu'un personnage soit plein, fin du jeu. Vous êtes arrivé au bout de vos toris de bon en bout, fin du jeu. Vous êtes arrivé au bout de vos peintures, fin du jeu. Qui a le plus de points, qui a gagné. À vous de voir à chaque fois où est-ce que vous voulez vous déplacer, où est-ce que vous ne voulez pas que votre adversaire puisse se déplacer, et comment gérer tout ça. L'aspect contre-draft, soit ça vous intéresse à mort, où est-ce qu'il veut, moi si je prends ça, il va prendre tel dé, il va me laisser celui-là, et ça devient un jeu très réflexif. Soit vous vous en fichez royalement. Vous faites les choses parce que ça vous intéresse vous, et le jeu garde comme Tokaido, tout ça, ce côté très, je me balade, je récupère des choses, je donne des choses. Je sais que dans l'équipe, on a tous vécu un peu de manière différente, ceux qui ont testé de le pousser comme ça, ceux qui l'ont pris comme moi pour la petite balade que c'était. Eh ben, c'est bien agréable pour le coup Tokaido Duo. C'est toujours Antoine Boza qui est derrière aux manettes et Nayad aux sublimes illustrations. C'est plutôt agréable à jouer, j'ai pas grand mal à en dire. Est-ce que c'est... Pourquoi vouloir dire du mal en même temps? Non, alors au-delà de dire du mal, c'est la question, c'est à qui ça s'adresse, quoi. Si vous pensez avoir un jeu qui est absolument tout maîtrisable, non, il y a une part de dés, il y a une part de je te laisse ça, je l'ai pas. C'est pas nécessairement un jeu un peu méchant, il faut le prendre pour la balade que c'est, quoi. Et une partie, c'est une trentaine de minutes. Après voilà, on est dans une période où il y a Splendor Duel qui est sorti, où il y a District Noir, ça fait partie des jeux à 2 de cette année qui resteront un peu notables. Est-ce que c'est de cette profondeur stratégique? Je ne suis pas persuadé, mais ça reste très agréable à jouer, plutôt bien édité, et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine d'euros. Je crois que c'est ça, ouais. Et ça aussi, on est bien obligé de parler aussi du prix du jeu quand on le vend, parce que ça influe vachement sur l'intérêt de la chose aussi, quoi. Il y a des fois des jeux où on nous a dit « Pourquoi vous n'avez pas parlé de tel jeu, tout le monde en parle ?» Parce qu'on le trouve quand même très cher pour ce que c'est, par exemple. Et là, à l'inverse, je trouve que c'est dans les bons prix. Voilà l'idée. Parlons prix. Parlons prix, il y a un truc qui est très cher cette semaine. Allez, on est bon, mais c'est très bien. Mais je peux pas vous dire que
que ça soit accessible à toutes les bourses, comme disent les gens qui vont au bois. Eh bien, voici Time of Empire de David Simian et Pierre Voyer. Ah, il y a un accent, Pierre Voyer. Pearl Games. J'ai toujours dit Pierre Voyer. Bon, j'ai toujours dit Pierre, à vrai dire. Eh bien, de chez Pearl Games, illustré par Gaël Nalurien. C'est le fameux jeu dont on vous parlait dans le premier épisode de Camarades, si mes souvenirs sont bons. On vous parlait de Time of Empire, qui est un jeu, c'est un 4X. C'est un jeu de gestion de civilisation qui se joue en temps réel. Ah oui, ça c'est très atypique comme jeu. On parlait tout à l'heure de Challengers, un jeu dans lequel ça déporte la notion de à quel moment je jouais avant ou après. Là, vous êtes en train de jouer pendant qu'on vous demande de jouer, hein. C'est très clair et net. Votre but est donc de développer une civilisation, d'arriver à construire des merveilles, de récupérer des leaders, et qui sont... ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont ici. Les leaders. Je les cherchais. Les leaders et les merveilles. Et d'arriver à marquer un maximum de points au fur et à mesure de la partie. Tout en vous développant, en trouvant des inventions, en construisant des bâtiments et en envahissant l'espace. Bien. De 4 joueurs, une partie se joue en 3 fois 9 minutes. Il y a une petite application qui fait office de timer et qui va sonner les cloches régulièrement pendant que vous jouez. Pendant ces 9 minutes de jeu, c'est là où vous allez activer des cases partout sur votre plateau. Par quel truchement? Par le truchement de vos sabliers. Chaque fois que vous allez jouer, au top départ, paf, paf, vous allez venir. Oula, vous allez commencer. Ils font ventouse aussi. On a vu ça. Tu fais un peu, si tu appuies un peu trop, après ton plateau il vole. Exactement. On n'y pensait pas au sablier ventouse. C'est une bonne idée. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir poser des cartes sur votre plateau. Où est-ce que vous allez venir jouer des cartes? Sur plusieurs emplacements. Sur votre plateau personnel afin de développer votre civilisation. Sur les plateaux qui sont ici afin de récupérer des nouvelles cartes à prendre en main, et sur les 2 plateaux qui sont ici afin de participer à la construction de merveilles et à la fin de récupérer des leaders qui vous donneront des petits effets spéciaux au fur et à mesure du jeu. Au cours de ces minutes, chaque fois que vous allez poser un sablier sur une case, vous activez cette case. Alors, autant vous dire que c'est pas méga compliqué. Ici, vous récupérez des ampoules. Combien? Autant que vous avez d'ampoules ici. 2. Ici, vous récupérez de la brique. Combien? Autant que vous avez de briques. Et au fur et à mesure que vous construisez ce bâtiment, vous verrez comment vous récupérez de plus en plus de briques. Rien de bien rare. Ici, vous faites apparaître de la population sur vos cases. Bien, je fais apparaître de la population sur mes cases. Bien, de votre empire. Là, vous allez pouvoir commencer sur les cases qui sont ici à déplacer votre population. Oui, bon, rien de compliqué. Et ici, il n'y a pas d'emplacement pour poser les sabliers. On ne pose pas de bonhomme ici. Non. Ici, quand vous allez là, vous allez pouvoir piocher des nouvelles cartes que vous allez pouvoir venir ajouter à votre main. Au dos, on voit si c'est plus des cartes qui influent sur les temples, sur la construction de briques, tout ça. Bien, ces cartes-là, c'est ici que vous allez les jouer. Vous allez dépenser le nombre d'idées qui sont indiquées ici pour pouvoir le construire. La carte sera posée, elle va déclencher un petit effet spécial qui est indiqué ici. Puis, cette carte, si vous dépensez 3 briques, vous permettra de construire un temple. Construire un temple. Hop, et votre temple, et vous allez venir le poser. Pas celui-là en vrai, mais c'est pas grave. Bon, j'avais pas vu qu'il y en avait un derrière. Bon, bref. Et vous venez le poser sur une région à vous appartenant, une région que vous contrôlez. Du coup, ça améliore les futures actions et je récupère des ressources et je me déplace et je... Parce que toutes les 9 minutes que vous jouez régulièrement, ding, ding, des coups de cloche et des bébés qui pleurent. Non, tous les 3 minutes, il y a les bébés. Tous les 3 minutes, dans les 9 minutes, plusieurs fois, vous allez entendre des naissances. Il y a des personnages qui vont naître, personnages que vous enverrez ici. Vous allez les poser sur les lieux qui sont là. Chaque fois que vous les enverrez, vous activerez l'effet des cases qui sont ici. Et si c'est vous qui avez mis le plus de gens, vous récupérez le leader pour les tours d'après et vous gagnerez les pouvoirs qui sont indiqués dessus. Très bien. Vous pourrez même envoyer vos érudits construire des merveilles. Merveilles qui vous diront, à la fin de la manche, par exemple, vous gagnez 1 ou 2 PV pour les bâtiments, pour les maisons que vous avez construites. Ah, il n'y a qu'au moins qu'aurait ça, mais il faut venir ici. Votre sablier, une fois qu'il est posé, vous ne le rebougez pas, tant qu'il n'est pas totalement écoulé. Ce qui vous permet le temps de réfléchir à vos prochaines actions. Je vais aller là, je vais faire ça. Sur le plateau, vous allez commencer, je vous dis, à faire apparaître des gens et à vous déplacer pour pouvoir construire des bâtiments. Parce que des merveilles vont vous dire, marque des points pour les contrôler. Et vous allez évidemment pouvoir vous casser la figure. Quand vous venez attaquer quelqu'un, c'est du 1 contre 1. On va venir s'éliminer les uns les autres et venir conquérir les lieux. À chaque fin de manche, si vous avez pris des lieux dans lesquels il y a les bâtiments de vos adversaires, vous allez les faire péter et les faire sauter. J'avais mis un exemple. Là. Ici, tu as mis un exemple là? Ouais. Admettons que j'arrive, j'attaque. Ah non, c'est pas ça. Ah, le rose, mais si à la fin du jeu, oui, c'est fini là. Et que tu tires le bâtiment bleu. Tu vas me détruire mes trucs. Ça fait des points. Donc c'est une autre méthode. On peut être extrêmement militaire, j'ai l'impression. Et moi, une partie, j'avais rasé complètement ce que faisait Hugo, mon copain, et j'avais quand même perdu à la fin. Parce que lui, pendant ce temps-là, pendant que j'étais là, genre, naissant, je me déplace, je t'attaque, mais il était en train de récupérer toutes les merveilles, tous les leaders, et il m'avait quand même écrasé. C'est là où c'est un jeu de civilisation. Les cartes qui sont en jeu sont de plus en plus puissantes, c'est malin. C'est très atypique. Ouais. Et, encore une fois, c'est pour ça tout à l'heure, sur Challenger, ça m'énervait un peu, c'est le genre de jeu, vous passerez forcément à côté de votre première partie. Les premières parties que vous faites de Challengers,
vous avez l'impression de dire « Attends, mais j'étais en train de regarder les leaders pendant que ça apparaissait là, qu'est-ce qui se passait ?» Déjà, vous aurez envie d'en refaire une. C'est trop atypique, trop malin, trop intéressant. Ah! Ou alors, au contraire, ça vous a déstabilisé, c'est pas pour vous. Mais pour moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. J'ai eu envie d'en refaire d'autres. Et la deuxième, je ne jouais pas comme la première. Et j'avais des réflexes de dire, ok, donc il faut que j'améliore ça d'abord, puis après faire ça, pour faire cette stratégie-là, pour récupérer ça. Que font les monuments? Et je joue en fonction de ça. Je joue en fonction des leaders qui sont tombés. Ouais. Et à la troisième partie, j'étais capable de voir tous les paramètres en vue. Ok, il est en train de se déplacer là-bas, de faire ça. Et je savais qu'est-ce qu'il fallait que je regarde pendant les interjeux, pendant que les sabliers s'étaient écoulés. Une belle courbe de progression. 2-4 joueurs, c'est très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. À 3, il y a toujours l'effet dans tous les jeux de conquête, un peu du 2 contre 1, il tacle lui et ça chouine autour de la table. Eh ben c'est cool. Voilà, je vous le dis, c'est un petit peu cher, mais c'est Pearl Game qui fait ça. Alors. Ah, il y a un truc malin, c'est les sabliers. Ah oui, regardez, au fait, un sablier, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les sabliers de 30 secondes ne font jamais 30 secondes. Tac, c'est parti. Donc, si on met les deux en même temps, bon là, ça va être très chiant à expliquer, mais vous verrez que le taux d'écoulement du sable n'est jamais le même à l'intérieur des sabliers. C'est pour ça qu'ils ont pensé à un truc assez astucieux. Entre chaque manche, vous allez pouvoir décapuchonner vos sabliers. Ils font ventouse. Et exactement. Et vous pouvez les changer avec ceux de quelqu'un d'autre. Dire, on draft les sabliers. Si vous êtes tombé sur le sablier daubé, vous l'aurez peut-être pas le tour d'après. Et à l'inverse, si quelqu'un a un sablier qui marche vachement mieux, de toute façon, c'est vous qui allez le récupérer le tour d'après. Donc, alors, ça se joue à quelques secondes. Vous voyez, regardez celui-là par exemple. Tac, 1, 2, celui-là il fait 2 secondes de plus. Voilà. Donc, ça vient estomper un peu tout ça. Petite astuce éditoriale pour vous dire que les gens font des choses bien et pensent à des choses assez malines et intelligentes. Bon, c'est quand même, c'était très attendu cette histoire. Ouais. C'est un truc qui est assez énervant, vous avez envie, vous sentez qu'il y a un truc derrière et qu'il faut y aller plus. Encore une fois, ça vous pouvez y aller sur Time of Empire, c'est plutôt coolos. Maintenant à 85 €, est-ce que c'est vous qui allez y aller? Ou alors, est-ce que vous allez attendre Noël quand vous offre Time of Empire? Très certainement. Si vous voulez faire un cadeau à des gens qui, vous savez, ceux qui ont chez eux des piles de la honte, là, qui jouent pas à tout, vous pouvez y aller. C'est sans doute ça dont il faut leur parler. Bon, ça fait une demi-heure qu'on est là, on a parlé de 2 jeux, mais il faut dire aussi que il y a un des... Ah ouais, c'est pénible. Il y a un des meilleurs jeux d'Alexander Pfister qui ressort ce mois-ci. Alexander Pfister qui est un des auteurs qui a marqué ces 10 dernières années en sortant Great Western Trail, Mombasa, Blackout Hong Kong, Maracaibo, Expédition à New Delhi, que je surkiffe, Bull Lake, Cloud Age, qui sont en promo. Est-ce que vous faites le Black Friday? Non, mais allez sur notre site, il y a plein de trucs qui sont déjà méga en promo. Des Beyond the Sun à 3 sous 50. Donc on était déjà au cœur du truc. Eh bien, Alexander Pfister, quelqu'un qui a marqué le monde du jeu ces dernières années par des créations assez folles, il a commis 2 ou 3 œuvres originales qui influent sur tout le reste de sa carrière. À savoir, quand vous jouez à Great Western Trail, un jeu avec des pistes partout et du deck building, les pistes de partout. Et le deck building, vous le retrouvez dans tous ces jeux ensuite. L'autre jeu majeur du genre, qui est un peu fondateur de son truc, c'est Mombasa. Un jeu dans lequel vous incarnez des compagnies, vous incarnez Bolloré, clairement, qui va en Afrique les emmerder un peu, histoire de faire s'exciter des députés sur des plateaux télé. C'était le thème de Mombasa. Mais alors, le thème était problématique. Il a été refait, tout ça. Et où est-ce qu'on pourrait aller pour mettre un thème dans lequel on pourrait conquérir des trucs sans personne pour râler, hein? Sur Catan? Non, pire, sur la Lune. Voici Sky Mines de Alexander Pfister et Victor Kobilke, parce qu'il y a des modules et tout, des modes solo et tout à l'intérieur. Ça a été repoussé un petit peu cette histoire. Et nous voici donc sur la Lune, en train de conquérir tout ça. Sky Mines, c'est une des merveilles d'Alexander Pfister. Un jeu dans lequel votre but sera de venir prendre la position de territoire un petit peu sur la Lune, et surtout d'avancer sur des compagnies qui sont au bord du jeu, et d'en prendre possession au fur et à mesure. J'ai beaucoup trop de lumière. Oui, c'est terrible des fois. Voilà. Faut dire qu'il y a tellement de jeux de cette semaine, c'est un peu dur de tout exposer. Et que vu qu'on a reçu de boîtes de démo, c'est qu'a priori les gens... mieux. Mais voilà. L'idée de tout ça, c'est qu'il va falloir prendre possession de cases et surtout avancer sur des pistes de compagnie. Quand vous avancez sur des pistes de compagnie, si les gens avancent derrière, ça vous fera des revenus. Donc autant miser à fond sur l'une. Comme ça, les gens qui vont arriver un peu derrière, bim, 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 ça va vous faire des pots de nez plus à tous. Il y a un système dans Skyman de vous jouer des cartes et chacune d'entre elles va vous dire augmente sur la piste, débloque des bonus. Je vais vous la faire très courte. Le système très astucieux, c'est que vous jouez des cartes devant vous. Vous jouez 1, 2, 3 cartes devant vous, chacune a une petite action spéciale. Vous pouvez mettre, parfois dans votre main, vous aurez plusieurs fois la même, et du coup, quand vous activerez, vous activez les 3 d'un coup, blam, c'était les mêmes. Ça fait des grosses actions. Ensuite, ces cartes sont défaussées dans 3 défausses. 1 défausse, 2 défausses, 3 défausses. À la fin de votre tour, vous reprendrez une des 3 défausses. Et vous jouerez avec ce que vous avez récupéré. Skyman, c'est donc un jeu dans lequel vous devez
Et bon, bah ça aussi. Jouez vos cartes parce que ce tour-ci, je veux faire ça. En vous disant la chose suivante. 2/3 des cartes que j'ai jouées, je ne pourrai pas les rejouer avant plusieurs tours. Vous devez donc toujours jouer et anticiper. Skymine, c'est un jeu dans lequel vous allez conquérir des cases. Et vous vous délogez les uns les autres. Avancez sur ces fichues pistes. Vous redoublez les uns les autres. Vous devez réfléchir à ce que vous allez faire et ce que vous faites le tour d'après. Vous devez réfléchir à ce que font les autres. Quelles sont leurs intentions, où est-ce qu'ils veulent aller. Skymine, c'est très clairement un jeu qu'il faut jouer à 4. C'est le bonheur d'y jouer à 4. À 3, c'est quand même un peu moins bon. À 2 joueurs, passez votre chemin. Maintenant, si vous avez une petite bande de potes dans laquelle vous avez bien joué à Maracaibo, tout ça, des jeux un peu ce qu'on appelle des jeux de gestion, et que vous vous dites, allez, on veut se frotter à ce qui est considéré comme un grand jeu, vous pouvez y aller. Le changement de thème, le thème est nul. Le jeu est beaucoup moins agréable à lire. C'est pas très beau. Mais c'est très bon. On en parlait tout à l'heure des jeux moches. Un jeu moche peut être tout à fait lisible. Un jeu moche peut être tout à fait lisible. Un jeu moche peut être tout à fait moche et pas forcément très lisible. Quoi Pardon, non, je... C'est très lisible là-haut. Ah, quel sale type. Ah, vas-y. Ah. Bon. C'est très bien. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai joué une fois il y a longtemps. Ah, j'adore. J'ai jamais rejoué depuis. C'est cool. T'as tes pistes là que t'essaies d'améliorer parce qu'il y a encore des pistes. Ça pue la piste encore une fois ce jeu. Et t'essaies de pousser là, d'aller jusqu'au bout pour que... Ah, c'est bien. Bon. Hein, je vous la fais courte, c'est déjà vachement trop long. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Je ne vis qu'à travers ça. J'arrête pas. Je suis là. Ah, combien ils ont fait, Suisse, Cameroun, tout ça. Ça m'intéresse vraiment pas. Eh bien, voici Eleven. On est sur Football Manager, le jeu de société. Tu vois, le pitch pour les nuls, on y est encore. Ah, c'est complètement ça. Bon, vous dites, mais la boîte est abîmée. Oui, parce que j'ai fait tomber de l'eau dessus en le trimballant de chez moi jusqu'ici pour pouvoir lire tout ça. C'est assez fifou comme jeu. Fifoot. Si, c'est Fifoot. C'était le petit jeu de cartes de théorie, justement, Fifoot. C'est assez Fifoot. Alors, vous gérez un club de foot. Au cours de 6 semaines, les semaines qu'on appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, l'empereur, le fils, son petit prince, vous allez, le lundi, activer vos dirigeants. Et vos dirigeants, il y a une sorte de dilemme de la semaine, en fonction des dirigeants que vous avez choisis d'avoir au début du jeu, et qui sont plus orientés genre, moi j'aime l'argent, ou moi j'aime les footballeurs, ou moi j'aime les supporters, et là, ils vont pas faire les mêmes choix, vos petits bonhommes, avec des cartes qui sont des dilemmes. On doit aller affronter une équipe qui est à 800 km de là. Est-ce qu'on y va en voiture, en bus, en train, en avion? Et ça va impacter le physique des joueurs, l'argent que vous dépensez, tout ça, et ils ont chacun leur orientation qu'ils vont choisir. Mardi, mercredi, jeudi, vous allez jouer des actions de développement de votre club. Est-ce que vous allez améliorer votre stade? Est-ce que vous allez recruter des nouveaux joueurs? Est-ce que vous allez aller au centre de formation? 3 jours dans lesquels vous faites une action. Et le vendredi, il y a match. Vous allez un peu vous retrouver avec des cartes d'affrontement qu'on va jouer pour s'affronter l'un l'autre, activer les pouvoirs de vos footballeurs, parce que vous avez votre équipe de footballeurs que vous avez composée. Chacun ont des influences sur le match bien particulières, un peu comme dans le Challengers, quoi. Il y a des cartes particulières qui vont dire « Moi, quand il se passe ça, il se passe ça. » Je vous passe les détails. Vous allez améliorer votre club au fur et à mesure, améliorer votre deck, améliorer votre stade, l'argent que vous allez gagner, vos dirigeants, les améliorer, récupérer des assistants qui vont vous aider à bosser dans tout ça. Et à vous, au bout des 6e matchs, d'être celui qui a remporté le plus de matchs, avec le bon vieux système de j'ai remporté un match, j'ai 3 points, j'ai fait une égalité, j'ai qu'un point, j'ai perdu, j'ai 0. Feuille de match. Bon, c'est quand même beaucoup de gestion pour un jeu de foot. Mais, si vous cherchez un football manager, un jeu de plateau, ben c'est lui, c'est Eleven. Mais attendez-vous à une chose, football manager, ça fait le taf à votre place. Là, il y a une bonne vingtaine de pages de règles quand même. Il va falloir se le mériter, son petit jeu de foot. Mais, c'est quand même assez intriguant. Il y a... Tu lis l'arrêt, tu dis, ouh là là, 20 pages, mais à chaque fois tu dis, tu fais, ok, ça fait sens, thématiquement. Ça a l'air de bien s'agencer, ça a l'air chouette, les matchs, j'ai pas l'impression de jouer à un jeu auquel j'ai déjà joué. C'est Portal qui fait ça, grand éditeur de jeux. Du coup, Eleven a joué. Et alors, Eleven, il y a plein de... Hein? À jouer pas tout seul. J'ai l'impression quand même. Il se passe plein... Hein? Je sais pas, solo? Eh bien, je sais pas, il y a une extension pour jouer solo. Il y a une campagne solo. Il y a une campagne solo. Oh là là. Et oui, il y a une campagne solo, ça c'est que des extensions. Il y a une coupe internationale, dans laquelle vous allez jouer avec plein d'éléments internationaux. Il y a des joueurs internationaux, dans lesquels vous commencez à recruter encore plus de monde. Alors des nouvelles cartes aux joueurs, des nouvelles cartes de tactique aussi, parce qu'il y a des cartes de tactique quand vous jouez au début de votre match. Ah oui, j'ai vu qu'on peut faire les tactiques à l'allemande, à l'espagnol et tout ça. Exactement. Ah ouais. Exactement, ouais. Tu choisis au début de ton match les formations.
Parce que tu t'affrontes l'aile gauche, l'aile droite, l'avant, l'arrière. Le goal aussi. Le goal peut bloquer des buts, mais pas si les attaquants tirent trop fort. Des nouvelles cartes de conseil d'administration dans celle-ci. Bon, c'est la folie. Ça, c'est plein de nouveaux stades qui sont qui maintenant ont des nouvelles infrastructures et des nouveaux types, encore une fois, de conseil d'administration. Est-ce qu'il y a le stade de Vélodrome Tel le Vélodrome, et pourrait être l'extension de l'OM, ou quel est salut PSG, quel est se faire. Alors, des cartes d'événements, plein d'extensions qui vont avec. On peut dire que c'est quand même assez chargé et que c'est le moment de la Coupe du Monde de foot. Challengers 11, c'est plutôt très bon. Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Manu, t'avais dit qu'il y avait des coupures, mais tu t'aurais pu prévenir quand, en fait? Bon, c'est pas grave, hein. Les Républicains veulent enlever les éoliennes, mais nous, on s'en fout. On a des lampes torches et des idées. Les 2 prochains jeux sont des jeux qui sont des trucs un peu spooky, des jeux d'Halloween. T'as une frontale? Ouais. Eh ben, tout prévu. T'as tout prévu. Voici Tales of Evil, le Wheezy Puzzle avec le chat. Regardez, il brille dans la nuit. Hein, bon, là, vous verrez pas parce que Nicolas voit. Si, ça y est, on voit magnifiquement. On voit mieux. Oh. Eh bien, voici la suite de Tales of Evil, à savoir Boogeyman, un jeu toujours d'Antonio Ferrara. Je sais pas si vous aviez suivi ce qu'était Tales of Evil. C'était un jeu coopératif, clairement. Moi, c'est ce que j'appelle du jeu pour les ados. C'est un jeu coopératif dans lequel on joue des gamins, en mode un peu Stranger Things ou tous les films un peu des années 80 à la Stephen King. On va se déplacer dans une maison avec des points d'action à dépenser. Je me déplace, je fouille. Le but, c'est d'échapper au boogeyman. En fait, l'histoire du jeu est super forte. Vous devez vous déplacer dans votre maison. Vous savez qu'il y a un boogeyman qui est là, mais il y a elle là. Il y a ce personnage-là, qui est la babysitter, qui va essayer de venir vous choper. Vous savez pas si elle est gentille ou méchante, mais vous essayez de pas la croiser. Parce qu'à chaque tour, elle va se déplacer en fonction de où est-ce qu'elle entend du bruit, qui a ouvert des portes, qui a ouvert des coffres. Votre but, c'est quand même d'arriver à récupérer des objets, d'accomplir des sortes de quêtes et d'arriver à en faire 3 au fur et à mesure du jeu. Mais, que ce soit le boogeyman comme la babysitter, vont venir se déplacer dans tout ça, essayer de vous choper, et ils vont vous faire peur. Vous incarnez des personnages qui ont du coup des statuts, en fonction de est-ce qu'ils sont plutôt calmes, effrayés ou alors carrément flippés de la vie, vous allez commencer à perdre vos pouvoirs spéciaux, les pouvoirs qui permettent de vous aider les uns les autres, et chacun a des compétences un peu particulières. Et c'est un jeu qui va se jouer également avec tout un système de fusion. Oh, terrifié. Oui, terrifié, on pleure. On sent. Mais oui, t'es des gamins, c'est trop fort. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le système fusion, c'est que parfois dans le jeu, les cartes vont vous demander de vous mettre des chapeaux sur la tête parce que il est en train de pleuvoir des trucs, physiquement. Il faut vous comporter différemment autour de la table. On va vous demander d'enlever vos chaussures, des bêtises. Et si plus tard vous avez encore un truc sur la tête, on vous dira, en fait, quand vous croisez quelqu'un, vous avez encore un truc sur la tête, mais prenez des dégâts parce qu'il vous arrive ci ou ça, ou devenez effrayé. Vous allez vous retrouver en train de jouer un truc un peu fifou, dans lequel autour de la table, il y a un gros côté pièce de théâtre que vous allez vivre en même temps. Il faut se dire un truc aussi, c'est quand vous jouez à ça, le but c'est d'arriver à accomplir des 3 missions, de faire fuir un peu le boogeyman. Et vous avez tout un livret à l'intérieur qui est une sorte de BD, on va dire. Et en fonction de la fin de l'histoire sur laquelle vous allez tomber, vous allez avoir des tests à faire à la fin, et ceux-là sont résolus en lisant une BD. Et sur chaque page, en fait, c'est des scénarios un peu différents, et dans lesquels les épreuves de fin, en fait, le final contre le grand boss qui est le boogeyman, va se passer de manière différente. Et ça, c'est résolu via un comics. Bon, c'est absolument charmant. J'étais sûr que tu allais dire que c'était mignon, genre un truc que t'aimes bien. Bah, je trouve franchement les dessins sont cool. Les dessins sont cool. Et regarde, il y a même un truc à l'intérieur. Ah oui. Il y a l'affiche du film de Boogeyman. Tu vois, quand je te dis que c'est un jeu d'ado, regarde, il y a le poster qui est avec, quoi. Et ça, c'est top, non? Ouais. Ah, ça fait vraiment film de Gremlins et compagnie, quoi. On est clairement, bienvenue les années 80, coucou, vous êtes là. On est clairement là-dedans. Un autre truc qui est sorti cette semaine dans les jeux coopératifs, qui font un peu flipper, c'est Piège Obscur. Alors bon, ça tombe bien qu'il y ait une coupure d'électricité, c'est à se demander si c'est pas bien noté. Oh. Un jeu de Mac Mahon. Oh dis donc, il est encore vivant lui. Chan et Saunders, bien. Il est sorti en anglais sous le nom de The Night Castle, je crois, quelque chose comme ça l'an dernier. On est sur un jeu clairement à la Subterra, pour ceux qui connaissent. Votre but va être de vous déplacer, vous, petite flamme, à l'intérieur de ce labyrinthe et de récupérer des clés. Clés que vous devrez amener sur la case de sortie pour tous sortir ensemble du labyrinthe. Comment ça va marcher cette histoire? Il faut vous imaginer qu'au début du jeu, vous allez vous poser sur une petite plaquette et que on est dans l'obscurité, vous ne verrez que les 2 cases qui sont à côté. Cases que vous allez piocher dans la grande chandelle qui est ici. Vous allez piocher. C'est bien fait aussi. Mais c'est bien réalisé. C'est une bougie qui fond. Et vous allez venir poser les plaquettes à l'intérieur du jeu. Hop là, tac, tac, tac. Ça n'y sera pas.
vous allez pouvoir venir commencer à vous déplacer après de case en case. Attention, ici c'est une case de crevasse. On le voit au craquelure autour. En sortant, la case disparaît. Et surtout, et oui, ça disparaît aussi. Ça sort. Si plus tard dans le jeu vous reviendrez sur ces cases-là, ben en fait, la salle ici aura changé. Donc il peut y avoir l'effet de je fais des allers-retours parce que pour arranger le terrain un peu comme ça m'arrange. Si je me déplace dans un trou, je vais tirer une tuile et atterrir à cet endroit-là. Pif, à l'endroit que j'ai choisi, pif, j'atterris dessus. Et dans ce truc-là, votre but c'est de trouver des salles dans lesquelles il y a des clés. Chaque personnage, il y en a toujours 4 que vous jouiez en solo, à 2, à 3, voire même 5. Voire 5. Voire 5. C'est ça. Oui, 5. Vous devez chacun récupérer des clés. Clés que vous allez récupérer et tenter de vous passer après les uns les autres, jusqu'à les amener jusqu'à la sortie. Parfois, il y a des monstres. Et les monstres, il ne va pas falloir se retrouver dans leur ligne ni dans leur colonne, parce que sinon, ça va mal se passer pour vous, cette histoire. Vous perdez quand? Ben, si l'obscurité s'étend totalement. Si votre bougie, si toutes les tuiles finissent par tomber. Et les monstres, quand ils mettent des dégâts, boum, 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 ils commencent à ralentir, à taper dans la pile, et du coup à accélérer la fin de la partie. On est, vous l'avez compris, dans une ambiance un peu la Subterra, dans un jeu de type vraiment labyrinthique. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? L'édition, tout ça est assez intriguant. Vous avez un petit plateau sur le côté pour ranger les tuiles qui sont déjà passées. Comme ça, vous pouvez vous dire, ok, les tuiles de sortie, bah, si les 4 ont été cramées, bah, c'est foutu quoi. Parce qu'il y a ça aussi, quand il y a des tuiles de sortie sur le jeu, ben faut pas se barrer non plus tout le temps, elles vont dégager et vous les aurez pas. La gestion de tout ça, avec le petit tableau à côté, permet d'envisager qu'est-ce qui reste à faire dedans. Oui, puis il y a plein de modules en fait, il y a des monstres en plus. Genre lui, en fait, c'est à la base les clés, elles sont posées dans le labyrinthe et avec lui, c'est un monstre, donc on peut pas le prendre par la gauche, par la droite ou par le devant. Il faut arriver derrière lui pour prendre la clé. Ça devient compliqué, je pense, avec tout ça. Voilà. Si vous voulez le faire augmenter la difficulté du jeu, bah il y a moyen. Bon, je vais savoir où est-ce qu'on en est. Juste pour vous dire que demain soir, enfin du coup ce qui est ce soir pour vous, sort sur la chaîne toujours une des vidéos qui est les plus suivies de l'année. Le top des ventes du passe-temps. Qu'est-ce qu'on a le plus vendu en 2022? Très exactement, du 1er janvier au 15 novembre. Le 17, on a tourné une vidéo pour vous montrer tout ça. Dans les jeux pour enfants, dans les jeux de plateau, de manière générale. On a même glissé plein de bêtises à l'intérieur, et histoire de faire les choses un peu intelligemment, on s'est posé 2 minutes pour faire un peu une analyse de tout ça. Comment ça se fait qu'il est lui, pas lui, tout ça. C'est en ligne, normalement, ce soir, s'il n'y a pas de bug de montage, parce que vu que c'est pas moi qui fais le montage, ça va plus vite, sur la chaîne du passe-temps. Alors, le compteur électrique, est-ce que... Je te laisse faire tout seul. Hein. C'est bon, c'est redémarré? Ouais, c'est bon. Ah, super! On a de nouveau de la lumière. Et vu qu'il y a de la lumière, on peut vous parler des retours en stock et des choses comme ça. J'ai les yeux qui... The Sherlock est de retour en stock, un casse-tête en bois, dans lequel votre but est de faire entrer des petites baguettes, tout à l'intérieur du cube. Chaque carte va vous dire, tiens, prends la 42 par exemple, hein, prends les bâtons 1, 2, 3, 8, 9, 16 et fais-les rentrer dans le cube. Bon, sauf que voilà, si vous mettez ça ici, ça va empêcher tous les autres cubes de rentrer à l'intérieur. Mais oui, certaines des baguettes ont des petites encoches. Du coup, je peux me dire, tiens alors attends, je fais rentrer ça d'abord, hop, et après je fais rentrer ça là-bas. Vous avez compris l'idée. Moi je suis pathétiquement mauvais à ce genre de truc dans lequel on demande d'être orienté dans l'espace. Mais alors quel objet quoi? Ouais, carrément. Ça fait son effet grave quoi, c'est beau. Oui, et puis c'est malin. Ouais. Mais c'est sans doute moi qui suis pas assez malin. Mais ça l'est. C'est plus malin que moi. C'est dire si c'est malin. Hein. Je dis pas que c'est aussi malin qu'un singe. Enfin, ça dépend quel genre de singe. Mais vous avez compris l'idée. Derrière les boîtes de Challengers, on trouve des puzzles. Bon, c'est la séquence numéro 628 300 de Simon achète des puzzles. Ça, c'est des puzzles qui sont dédiés aux jeux de société. Et c'est plutôt cool de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu? Je ne sais pas si vous les connaissez peut-être pas tous. Hein. C'est Chronicle of Crime 2400, Mississippi Queen, Tikal, Tichu et Mafioso Détective. Avec à chaque fois le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice en fonction. C'est Super Meeple qui édite ça. Ou ça dépend des puzzles en fait, qui sont associés à ça. C'est, je crois, qu'une marque de puzzle bien particulière. Art and Meeple. Art and Meeple, oui. C'est Tiki Édition en fait qui se cache derrière ça, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est eux? Oui, c'est... Ok, ben comme ça je dis pas de bêtises. Regardez un truc par contre qui est fabuleux. Les pièces. C'est pas des pièces standards. Ah oui. Et ça c'est cool. Pour qui est un peu joueur, ben, c'est plutôt très plaisant à faire. Mafioso c'était très chouette, ça s'est jamais vendu, moi j'aimais bien. Mais bon, une réédition de Louis XVI. Un jeu que personne connaît. Bien, qu'est-ce qui est de nouveau là cette semaine? Tiens, ça c'est pas là, mais ça arrive demain. Du coup Seb vous en parlera la semaine prochaine. De Griffon Fonfon. Et Inflexible Normandie.
on avait la possibilité que ce soit moi qui vous le pitch, et qui vous le pitch très mal, un jeu de deck building et d'affrontement. Bah du coup, on va attendre la semaine prochaine que Seb ait fait plein de parties pour qu'il vous en parle mieux que ce que je pourrais faire. En tout cas, vous avez l'info, c'est dispo. Un truc de... Bon, je vous en parle juste après. Il y a une piste de dés avec des licornes, voilà. Vous pouvez nous les commander sur Internet. Et avec une petite licorne à l'intérieur. Je vois pas pourquoi. Mais ok. Mais pourquoi pas? Il y a une licorne. Voilà. Il y a de nouveau du Hanafuda en stock. On vous en a pas mal parlé lors de la sortie de Sea Salt and Pepper, qu'on a également en stock, on peut vous livrer, parce que c'est l'essence même du petit jeu japonais de combinaison de cartes. J'ai repris quelques boîtes de Arboretum, voilà, vous le savez, un jeu de coller, c'est le Wingspan des arbres, mauvais pitch. Pepper Tales, je vous en parle juste après, mais ça c'est l'extension de la boîte qui vient de sortir, et ça c'est l'extension de si vous avez déjà la boîte précédente chez vous. Au moins, vous avez l'info. Sur Cosmopolite, il y a une petite extension dans laquelle il y a 3 choses à l'intérieur. Il y a des nouveaux types de cartes à faire, des boissons qu'il va falloir réaliser. Il y a un mode de jeu qui est plus familial pour pouvoir jouer avec des enfants, qui s'appelle les petits chefs, qui est avec. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi des grands chefs. Et dans ce cas, les recettes, vous devez vous mettre à plusieurs pour arriver à les faire et combiner les ingrédients ensemble. Bon, ben ça, j'embarque, parce que je sais qu'au Nouvel An, on va jouer à ça, très clairement. C'est là, c'est dispo. Et bim! Bim! Et bim dans ta gueule! On est sur du jeu. En fait, quand c'est sorti, on en parlait juste avant la vidéo avec Nicolas, je disais « mais ça, en fait, il aurait trop fallu que ça existe sous le thème de Shadowhunter, parce qu'on est dans ce genre de jeu-là. Votre but est de casser la figure à vos ennemis. » Bon, bah voilà, à la banque, tout ça. Vous allez jouer des cartes qui sont des dégâts, les uns sur les autres, des 10, des 20, des 30, et vous avez 110 points de vie, et bam, 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 on s'attaque les uns les autres. Sauf que vous avez des coéquipiers autour de la table et vous ne savez pas qui c'est. Ça vous arrange de savoir parce que vous êtes peut-être en train de foutre des tartes à votre pote. Donc, dans les cartes que vous allez piocher et jouer, vous avez aussi des cartes qui disent montre-moi ton rôle, mais c'est pas tout. Les cartes qui disent hop, vous deux, vous changez de rôle entre vous, c'est du chaos, c'est je te fous sur la tronche. On est quelque part entre Shadowhunter, King of Tokyo, à la cour de récré. Un jeu fabriqué en France. Alors, c'est Jean-Michel Urien qui est la personne qui, l'an dernier, avait édité le petit jeu de cartes qui s'appelle Olympe, celui avec les atouts qui changent en fonction de qui lance le pli. Truc assez diabolique. Là, clairement, on sent qu'on est, c'est Idrea, on est sur un petit jeu de on se fout la tronche en famille. Eh ben, c'est cool, genre d'initiative plutôt chouette. N'y jouez pas si vous aimez le contrôle et tout maîtriser. Par contre, si vous voulez jouer un jeu avec vos enfants en mode vas-y, je t'attaque, ah non, t'étais pas en équipe et quoi machin, eh ben, la cible, elle est plutôt là. The Great Race, c'était sorti l'an dernier, mais il y a eu une nouvelle vague de The Great Race. Alors, il y a des choses en plus. À savoir, là-dedans, on a des nouveaux types de... Alors, comment dire? Comment t'aurais dit, toi, exactement? Des équipages, mais c'est pas vraiment des équipages, c'est des... Je sais plus. Il y avait un nom, je l'ai mis sur le site, je crois. Et voilà, c'est là je me suis dit, tiens, il va me sauver. Il va trouver les mots. Ah, zut. Elle avait les mots. Bon, et ben, des nouveaux sets de personnages, tout ça d'actions et de combinaisons supplémentaires, avec à chaque fois des petits modules à l'intérieur. Dites-vous que The Great Race 1 est de nouveau disponible en magasin, si vous le cherchiez. Et il y a également un 2, sachant que, si vous possédez déjà le 1, ça c'est le kit pour mettre à jour votre 1 pour qu'il devienne le 2 en plus. Et le 2, comme le montre la couverture avec le Mont Rushmore, bah, ça ne se passe pas dans les mêmes environnements. C'est toujours un jeu de gestion de course, de voitures, comme le dit si bien ce dos de boîte. Mais en même temps, c'est toujours des jeux issus de Kickstarter, donc c'est sûr que le dos de la boîte est peut-être moins important pour eux, pour les magasins. Mais bon, toujours un peu plus compliqué. Le principal truc que j'ai retenu, c'est qu'on n'est plus du nord au sud, comme en Afrique et tout ça, on est d'est en ouest maintenant. On traverse les États-Unis d'est en ouest et l'Asie d'est en ouest. Voilà, vous traversez les États-Unis et l'Asie, du coup le côté double côté rivière et tout machin, avec des gestions de votre véhicule et de vos équipages, entre le jeu de course et le jeu de gestion. Bah, vu qu'on parlait de Pepper Tales, on pourrait peut-être aller faire directement un tour via Pepper Tales. Qu'en penses-tu, Nicolas? Allez. Mais avant, nous avons levé une malédiction. Ça fait 3 semaines. Chaque semaine, on oublie de parler de ce jeu-là. Et tu vois, on a failli l'oublier. On a failli l'oublier. C'est l'enfer. C'est un mystery poster Greek Life. Ils avaient déjà sorti un autre jeu qui s'appelait Legacy, qui était un double jeu d'escape room dans une même boîte. Et ben, les mêmes éditeurs ont sorti ceci. Un poster. Vous l'achetez, vous le mettez dans votre chambre, plutôt que d'avoir des posters de l'équipe de foot ou de Jennifer ou des personnages de la Star Academy, vous avez ceci. Dans ce poster, vous avez un peu 13 trucs qui sont sur la vie de votre grand-père. En fait, vous avez 40 objets, des documents, et vous avez 13 énigmes. Vous devez reconstituer l'histoire de votre grand-père, Jules Daumier. Vous avez un QR code en bas qui va vous donner plein d'instructions, et en analysant tout ça, vous allez pouvoir résoudre, il paraît qu'il faut entre 2 et 3 heures
pour arriver à résoudre tout ce que l'énigme propose à l'intérieur. Déjà, on voit qu'il y a des cartes cachées un peu partout. Oui, il y a des tas de trucs. Regarde, Mario, on dirait des mains de bridge. Ah, et t'as dit qu'il s'appelait Jules, c'est ça, le grand-père? Ouais, Donc il faut sans doute trouver la main qu'il avait, un truc ouais, comme ça. mais alors là, il y a un 6 de cœur, là, il y a Ouais. un 7 de carreau. Il doit y avoir d'autres cartes cachées Oui, il quelque y a part. un œuf de pique en bas. Là, regarde, il y a des bouquins, il y a 9 de pique, il y a des bouquins, il y a des petites étoiles dessus. Ok. Bon, eh ben, ce sera l'occasion d'investiguer, ça vaut 14 €. C'est un petit poster que vous pouvez mettre chez vous, et comme ça, vous pouvez le résoudre au fur et à mesure du quotidien. Vous vous attaquez sur des parties du poster en particulier. Nous avons levé la malédiction qui Ouais. pesait sur le grand-père grec. Il nous revient des temps anciens. C'est Paper Tales qui avait disparu depuis un petit bout de temps, quand même, ce jeu-là des étals. Il nous restait quelques extensions. Le revoilà dans une boîte. Alors, toujours les illustrations de Christine Alcouf. L'autre jour, il y a la maman de Christine Alcouf qui est passée au magasin. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de dire, oh, votre fille, elle est trop chouette. J'ai pas résisté. Je dis, ah, vraiment, faut que je vous le dise, mais c'est un bonheur, non seulement en tant qu'illustratrice et en tant que personne. Du coup, on est sur un jeu de Masato Uesugi, un jeu japonais, et donc, un petit jeu de cartes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça a des fans, hein, Paper Tales. Il y a des gens qui adorent ce jeu-là. Votre but, c'est un jeu de draft dans lequel vous allez essayer de construire un petit royaume au cours de 4 années. Le jeu est relativement rapide, une partie c'est une vingtaine de minutes. Vous avez donc 5 cartes que vous allez drafter. Alors, je garde ça, je passe au voisin. Je garde ça, je passe au voisin. Je garde ça, je passe au voisin. Je garde ça, passe au voisin. Je garde ça, passe au voisin. Bien, vous allez ensuite ces 5 cartes en poser 2 devant, 2 derrière. Celle de devant, ce sont vos attaquants, avec leur force militaire qui est indiquée juste ici. La force est donc de 6. Ceux derrière, ils sont derrière, ils attaquent pas. Déjà, Seven Wonders. Si ma force est supérieure à celle de mes voisins, je marque 3 points de victoire. Bon, en l'occurrence, pas tellement, vu qu'ici, il y a un Kraken et l'Esprit des Cavernes, c'est 13, donc j'ai pas les 3 points. Tandis que mon voisin va marquer 3 points parce qu'il me domine militairement. S'il y a encore un autre voisin qui me dit, oh, vous avez compris l'idée. Ensuite, les cartes vont rapporter des ressources. De la viande, des sous, des pièces. Vous allez pouvoir dépenser tout ça pour construire des bâtiments qui sont devant vous. Chaque bâtiment a 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Et à partir du moment où vous arrivez à le construire, vous allez gagner les revenus qui sont dessus. Vous allez les améliorer, certains vont gagner des ressources, des points de victoire, tout ça. Vos cartes ont un système assez astucieux, un système de vieillissement. Chaque carte à la fin du tour va recevoir un jeton de vieillesse sur chacune d'entre elles. Jeton, 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 jeton. Tiens, il y en a 2, bah t'es vieux, t'es mort. Qu'est-ce que font les vieux? Ils meurent, hein. Ils cotisent un peu à la retraite avant. Du coup, vos cartes, dites-vous bien que vous n'allez pas pouvoir les garder très longtemps. Et c'est là où le jeu devient assez malin. Plein de cartes interagissent avec ça. Il y a des personnages qui vous font gagner des ressources, ont une force militaire, en fonction de leur niveau de vieillissement. Donc vous avez intérêt à ce qu'elles vieillissent. Il y a des personnages qui disent, ben moi, le personnage qui est à côté de moi, je le sauve. Quand il a un deuxième jeton, il ne meurt pas. Il meurt quand il en aura 3. Dans votre draft, dans la combinaison, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez aux autres, faites attention à ça. De ne pas leur laisser des choses qui permettront de sauver leur personnage, de les améliorer. Vos bâtiments, vous en avez 5. Mais pourquoi ça s'appelle Paper Tales intégrale? Car les extensions apportent de nouveaux personnages, apportent des nouveaux bâtiments. Et au début du jeu, vous aurez pris beaucoup plus de bâtiments que ça, mais vous aurez choisi toujours ceux de base, plus 3 autres. Et vous allez choisir lesquels vous jouez, les uns les autres, histoire de faire des combinaisons et des stratégies un peu différentes en fonction des effets de ces différents bâtiments-là. C'est 4 manches. Il y a de l'attaque, il y a de la gestion de ressources, il y a de la gestion de cartes et de contre-draft. Bah, évidemment, vous n'allez pas en faire une partie. Quand vous allez jouer, vous allez en faire 2 ou 3 d'affilée, tester des trucs différents. Et après, toujours pareil, ça a une âme. Ça ressemble à quelque chose, quoi. Tous les personnages, toute l'atmosphère qui s'en dégage, ce côté mini-royaume. On a discuté de est-ce que c'est un jeu de construction de royaume? Non, ça reste un jeu de cartes et de draft, mais qui a une âme. C'est pas donné à tous les jeux. C'est un 7 joueurs. Vous pouvez y aller, vous pouvez jouer à nombreux. Il y a un mode solo, d'ailleurs les extensions. Donc l'extension là, qui sort tout à l'heure en même temps, elle rapporte un nouveau type de cartes, ce sont des artefacts qui ne sont pas comptés dans vos cartes, qui sont des cartes qui viennent à part, qui vont vous donner des bonus cumulatifs au fur et à mesure. Ouais, qui ne vieillissent pas et qui... Des objets qui viennent resteront pimper. à jamais. C'est un peu les reliques à Slay the Spire, tu sais, Ouais. qui viennent pimper un peu ton jeu, mais elles sont dans les cartes, donc est-ce que tu prends des personnages, que tu fais ça, hein? À toi de voir. Bien, petit jeu de cartes sorti cette semaine dans la gamme de chez Lumberjack. Alors regardez, c'était des jeux comme Peanut Club, Magic Bazaar. Magic Rabbit. Magic Rabbit, c'est pas ça, c'est concurrent. Eh bien, ils changent de format. Ouais. Ils reviennent au bon vieux format ancien. Je crois que la raison est très clairement économique. Ça coûtait beaucoup trop cher à fabriquer la boîte, il me semble. Ouais,
Donc il y a plus le rabat là, il est plus. Tu Il peux est- plus l'ouvrir, si. Il est le rabat. Le rabat de la boîte. Oui. Pas le rabbin. Le rabbin. Et non, pas le pareil. rabat, non rabat. Il y a un rabat, oui, au Maroc, il y en a Ah oui, mais en une même boîte, temps, il je n'y a sais plus pas les règles à l'intérieur comme c'était le cas pour Magic Rabbit, quoi. C'est plus pareil. trop. C'est Moi plus j'aimais pareil. bien ça. Moi, C'était bien fait. moi de mon temps. Moi, Non. Bon, alors, Space Aztec, un jeu de Romaric Gallonnier. Un monsieur de Toulouse, pour être consommé local, consommé toulousain, consommé Romaric Gallonnier. Et de Nirom Emixam. Oui, je sais pas qui c'est. Elixam. Bon, c'est ni plus ni moins que ce bon vieux Maxime Morin, qui n'est autre Ah, que l'illustrateur également c'est malin. de Trek 12. Alors, on est sur une grande bêtise des familles. C'est un petit jeu dans lequel, en fait, on va venir piocher dans un des paquets. Dans le paquet du petit bac à fleurs, dans le petit paquet de l'œil, dans le petit paquet du pot, dans le petit paquet de la verge. Eh ben, on va venir de l'œil, on va piocher dedans, et je vais choisir une carte que je vais rajouter à mon jeu. On va tous piocher dans des paquets différents. Bien. L'idée de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure, on va commencer à récupérer des prêtres, par exemple, qu'on vient poser devant soi. Alors, oui, on joue tous en même temps. Enfin, on pose tous notre carte, un peu comme si ce qui prend, tu disais. Oui, oui, Barbara. exactement. Vous allez poser des petites plaquettes pour dire moi je veux venir piocher ici, tout ça. Vous allez choisir des cartes à l'intérieur. Votre but est de faire le meilleur petit village d'Aztèques. Donc, vous allez commencer à récupérer des prêtresses, des aristocrates, des petits personnages. Vous allez les jouer dans l'ordre de la journée. Il y a des petites heures En dessus fait, pour c'est savoir. pas exactement ça. Ah, Tu t'aurais vois, dit autrement, heureusement que je toi. suis là. Non, mais en Mais fait, oui. le premier joueur sera celui qui a posé la carte avec la plus petite valeur, de la plus petite heure. Mais 8 heures du ensuite, mat. on joue dans l'ordre du tour. Ouais. J'ai dit autre chose que ça? Mais là, tu t'as dit, on joue dans l'ordre de l'heure. Mais non, en fait, non, on joue dans l'ordre du tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que le premier joueur a été choisi, après, on joue dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aurais pas dit ça. Ah, bah, voilà. Ah, je ne suis pas Romaric Gallonnier. Il y a des choix différents qui ont été faits. Vous allez commencer à construire un petit village. On est sur ce qu'on appelle un jeu de collection de cartes. Lui, si j'en ai un, j'ai 3 points. Si j'en ai 2, j'ai 9 points. Si j'en ai 3, j'ai 18 points. Très bien. Mais on va surtout également pouvoir jouer des soucoupes volantes qui permettent d'aller capturer les personnages des autres. Voilà, Et- c'est que toi, t'as ça et que moi, je joue ma soucoupe. Je te pique le guerrier et je le mets dessous, ça rapportera un poids. Dans les cartes que je peux récupérer, il y a des temples. Et du coup, Ah je vais oui. pouvoir venir cacher mes personnages et les protéger à l'intérieur de mes temples. Bon, plein d'autres petits mécaniques qui se gravent à ça. Mais grosso modo, on est sur un truc dans lequel votre but est quand même de vous pourrir les uns les autres au fur et à mesure de la partie. De je t'attaque, je me protège, est-ce que j'essaie d'avoir des familles différentes, tout ça. Donc, le nombre de joueurs, où qu'il est, nombre de joueurs, de 6. Allez-y, invitez du monde à la maison ce week-end. Jouez-y à 4, à 5 et à 6. Et vous ferez des crasses, et c'est mignon, et les illustrations sont plutôt choupies. Je vous passe un peu tous les détails. Et c'est un sous-boc aussi là-bas. Oui, Un magnifique sous-boc, premier joueur. c'est trop petit là pour un verre de Ouais, c'est bière, trop ça. petit, hein. Bon, voilà. Qui va commencer? Disons, il y a du bois. Il y a du budget dans cette petite histoire-là. Splendor Duel, c'était sorti avant. Si vous êtes nombreux, vous pouvez inviter d'autres amis à la maison pour jouer à Batman Infiltration. On parlait de Théo Rivière tout à l'heure. Il est en partie derrière ce jeu-là, en partie parce que c'est un jeu de la team Kaedama, donc le groupement dans lequel il y a Corentin Lebral, Devik Maublanc, Antoine Boza, l'auteur de Tokai de Duo qu'on a vu tout à l'heure, et Théo Rivière, le mec qui, comme nous, surkiffe Challengers, qui est en live aujourd'hui sur Twitch toute la journée, et à faire des dons comme ça. Alors, figurez-vous que le concept est rigolo. Bon, c'est très bien, c'est caritatif. Alors, je crois qu'il y a un des paliers. Si vous donnez de l'argent, je sais plus, j'ai pas regardé comment ça marchait 6 000. exactement. Ouais, je sais plus quel truchement qui passe par Philibert. Eh ben Théo vient faire une journée au passe-temps. Et il la filmera en live sur Twitch. Donc, On va bien se marrer. bah, Parce que c'est sûr que ça sera fait, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Ah, Bah, c'est salaud. avec Seb, on se cotise. Il a mis on un va le palier faire. suffisamment bas pour pouvoir venir au passe-temps. Bah, peut-être qu'il viendra vous parler de Batman Infiltration. Batman Infiltration, on est... J'ai l'impression que Batman, c'est un problème à l'épaule. Tu sais, genre. Ah, Infiltration. Et on est sur du jeu à rôle secret. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas loin de Résistance, de jeu, on est en groupe, et qui sont les traîtres autour de la table? On est soit des gentils, soit des Soit des super vilains. vilains. Et les Et- gentils, je sais pas où ils sont. Bah, les gentils, déjà, il y en a moins. Oui. C'est un jeu dans lequel il y a plus de super vilains. Ça, c'est un gentil. Oui, lui, La Batman Family. Bien. Votre but est donc de savoir un peu, d'essayer de deviner, par le principe de déduction, qui est un peu gentil, qui est méchant autour de la table. Parce que voilà, à chaque tour, il va y avoir un chef qui va décider qui va partir en mission. Ceux qui partent en mission doivent faire passer des cartes, les mélanger, on les retourne. Dans les cartes que vous allez faire passer. Ah ben non, celle-là, il n'y a que des rouges dans celle-là. Ah, Ah, je regarde cherche. si je trouve. Tiens, une verte ici. Bon, ben il y a des vertes. Il y a des Ouais. cartes dans lesquelles il y a des batignaux verts.
le bat-signal est allumé, et des cartes dans lesquelles le bat-signal n'est pas allumé, des cartes avec le symbole rouge. Rouge. Bon, ces cartes-là, en partant du chef, on va commencer à les regarder. Votre but est d'allumer le bat-signal. Il faut qu'il y ait le bat-signal d'allumer avec 3 bat-signal. Bien. Les bat-signaux, ils peuvent être allumés de cette façon-là. Ouais. Mais par d'autres truchements. Quand vous jouez des cartes avec des symboles verts, vous faites bouger la jauge du côté vert de la chose. Et s'il arrive ici, un deuxième bat-signal se met à être allumé. C'est quand même plus simple de se retrouver avec 2 cartes comme ça autour de la table, puis ça fait 3. Les gentils ont gagné. Bien. Il peut y avoir encore d'autres façons d'allumer un autre grâce à ce lieu, activer le bat-signal pour le tour prochain. Bien. Certaines cartes vont permettre mais si d'activer. on est méchant, parce que c'est plus drôle d'être méchant. C'est quand même plus drôle. Et puis généralement, il y a plus de méchants. Là, vous allez mettre sans doute des cartes avec des symboles rouges. Alors, les cartes avec des symboles rouges, déjà, font progresser la piste dans l'autre sens. Bien. Du coup, ça retarde le moment où tout ça, ça peut être allumé. En plus, vous allez pouvoir commencer à avancer sur des pistes. Ça fait avancer sur les pistes qui sont ici. Je dis pas de bêtises cette fois-ci, Nicolas. C'est ça. Bien. Il y a certains effets qui vont permettre d'avancer sur les pistes du commissariat, de l'iceberg lounge, de l'asile d'Arkham ou de la banque centrale. Et surtout, il y a de la thune à récupérer parfois sur les voilà, cartes. c'est ça qui est important, parce que Mais les oui. vilains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la thune. Voilà. Surtout certains méchants, hein, pas tous dans Batman, c'est bizarre quand même. J'ai toujours été vachement plus attiré par les méchants. Enfin, je trouve toujours plus intéressant que les gentils. Le Joker, quoi. Ouais, Avec ça. même de manière générale. Votre but est de vous faire quand même plus de thunes, parce que si le jeu vient être gagné par les super vilains, parce que les trucs ont progressé, c'est le plus riche des super vilains qui va remporter la partie. Voilà. Bien. Les cartes, en plus, quand vous les jouez des fois en petits effets spéciaux, on peut remarquer ici que par exemple, il y a un mécanique qui permet d'emprisonner. Emprisonner le joueur de votre choix, c'est la fin de la partie. Et là, en fonction de la personne que vous avez emprisonnée, si c'est un gentil et un méchant, ça fait gagner ou perdre différents camps. Donc, on est sur un jeu dans lequel, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez passer au centre de la table, qui sont vos partenaires par vos partenaires, pour faire partir avec vous en quête les bons personnages. En plus, vous incarnez des personnages de Batman, qui ont chacun des effets spéciaux qui vont pouvoir intervenir au fur et à mesure de la partie. On est sur clairement une revisite de la structure même de ce qu'était le jeu de The Resistance, mais avec plein d'autres enjeux différents à l'intérieur, différentes fins alternatives, qui vont amener le jeu à bouger de manière différente au fur et à mesure. Et après, Oui, c'est ça. Quand on est méchant mais pauvre, on n'a pas envie de mettre fin à la partie. Quand on est, c'est ça. Il y a tout un équilibre qui se fait même entre les méchants et les gentils. C'est ça qui est rigolo. Ça rend le jeu quand même moins basique que ce qu'il voudrait être, avec juste, il y a un système de jeu, on a mis quelques pouvoirs spéciaux dedans. Non, c'est quand même un peu plus riche que ça. Donc, on est toujours sur un peu du jeu à licence, et on se dit, ah oui, mais bon, c'est du jeu à licence. Ben mais c'est fait par des auteurs de jeux, et qui font des trucs plutôt chouettes. Si la jauge du chaos rejoint le rouge, vous gagnez, si vous êtes le premier ou le deuxième plus riche parmi les joueurs. Eh oui. C'est le pingouin, il est radin, il a d'autres façons lui d'arriver à gagner. Qu'est-ce qu'il fait le Joker? J'ai même plus son pouvoir spécial. Lorsque vous êtes le chef, ajoutez la première carte de la pioche aux cartes choisies. Du chaos. Du chaos. Le Joker. Ok, très Normal. bien. Non, mais très bien. très bien, c'est chouette, c'est thématique. Et il y a un deuxième jeu sur Batman, sorti cette semaine. Ah oui. Hop là. Celui-là. Lui, détective Batman. Alors bon, tout le monde l'attendait, ce truc-là. Tout le monde... vous avez joué à Détective, qui est le meilleur jeu d'enquête qui existe sur le marché. Et bien du coup, il y en a un sur Batman, dans lequel 4 enquêtes à l'intérieur, un prologue et 3 enquêtes, avec toujours le système de base de données. Dans celui-ci, pour le coup, vous incarnez des personnages de Batman. En fait, vous êtes, comment il s'appelle, Nick Evans, je crois, Vicky Vale. Vicky Vale. Si tu sais pas, tu... J'étais pas loin, je sais pas, je l'ai pas. Vous allez à l'enterrement de quelqu'un, et en fait, la personne débarque à son enterrement. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous racontera qu'en fait, Batman l'a sauvée, mais qu'elle était aux griffes d'un type, d'un mec. Votre but, c'est d'enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en fait on croyait qu'elle était morte, mais elle n'est pas morte, avec un personnage qui s'appelle... Harvey qui Bullock. s'appelait- Non, je ne me souviens du plus tout. du nom du méchant perdu. Ah, le méchant. Ce dont je me souviens. Pas Victor Zaz, par hasard. Non. Bref, il y a un Bref. méchant. Il y a un méchant, vous allez enquêter dessus. Dans ce jeu, vous incarnez des personnages et vous avez chacun des objectifs personnels. Donc dans la discussion que vous allez pouvoir avec les autres joueurs, il y a des moments où vous risquez de dire moi je veux bien qu'on aille là-bas ou parler à quelqu'un. Peut-être parce que humainement, c'est peut-être pas le choix que vous auriez fait. Mais le jeu va vous demander d'amener les discussions à un certain point. Il faut accomplir le jeu, ça. Alors, Batman Détective. Tout n'est que mensonge, est un jeu achetable, mais pour l'instant, it is not a playable game unless you are English. Il faut une application en fait pour le faire marcher, qui pour l'instant n'a pas encore été publiée en français. Donc, vous pouvez l'acheter maintenant. N'espérez pas y jouer ce week-end, ou alors vous y jouerez en anglais, parce que la traduction française n'a toujours pas été publiée. On attend les annonces de Yellow pour savoir si elle sera publiée dans les jours à venir. Autre jeu coopératif, mais cette fois-ci plus pour les enfants. On est sur une itération pour enfants de Carte Aventura. Carte Aventura Odyssée.
Bon, bah écoutez, on a envie de devenir un pirate. On se retrouve dans toujours ce même petit système un peu de livre dont vous êtes le héros, à naviguer sur les mers d'île en île des Caraïbes. Vous avez compris l'idée et le système. Alors j'ai vaguement lu le pitch, apparemment, on est sur un bateau et on se fait aborder par des pirates. Et on devient un pirate. Oui, parce qu'au début, ça a l'air rigolo. ton but c'est de dire « Ah, je vais être marin pour la marine, c'est cool ». Et, Et bon, en fait, non, ça se passe pas exactement comme prévu. La cible, eh bien, écoutez, alors si c'est plus, si vous avez un adulte qui vous lit les cartes, parce qu'on voit bien qu'il y a de la lecture, un truc en mode lecture accompagnée. Mais encore une fois, c'est en faisant jouer à ça que vous donnerez envie aux enfants de lire, de découvrir tout plein d'histoires et de dire, bah, en fait, quand on sait lire et quand on maîtrise des choses, la vie est quand même plus simple, plus riche et plus stimulante. Du coup, c'est cool d'avoir fait Carte Aventura dans cet état d'esprit-là. Toujours dans l'esprit un peu découverte, il y a un autre jeu qui sort cette semaine, qui était aussi assez attendu. Ah là là, quelle semaine. C'est Encyclopédia. Alors, Encyclopédia... ça fera plaisir, on finira par évasion. On finira par évasion. Vous allez comprendre pourquoi. Encyclopédia, c'est lui. Hop Un là. jeu de Éric Dubus et Olivier Mélisson, édité par Synapse et Holy Grail. Bien. Vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux à droite à gauche, c'est quand même partie des trucs assez attendus de cette fin d'année. C'est les mêmes éditeurs qui ont fait Muséum, des fois que ça vous parle. Votre but est de faire des études sur des animaux et de publier des choses sur ces animaux-là. Vous allez avoir un petit système assez astucieux, un petit système de dés. On va chacun piocher 4 dés qu'on va venir poser sur nos petits plateaux individuels. Bien. Ce sont les dés avec lesquels on va pouvoir venir jouer et activer une des 6 zones différentes du jeu. Bon, vous allez à votre tour pouvoir prendre vos dés, venir les poser. Mais... Oh, Nico! T'as un 3 vert. Non, c'est pas vrai. Vas-y, je le veux. Si je prends le dé chez Nicolas, je peux. Mais, en fonction de la case sur laquelle il l'a posé, Je gagne des points. si je prends son 3 vert, tu gagneras 3 points de victoire, parce qu'il a eu envie. Si je prends ton 1 vert, tu marqueras 2 points de prestige. Une petite piste sur laquelle tu avances qui te donne des petits bonus sur mesure. Si je prends celui-là, t'as de la thune. Si je prends celui-là, t'as rien. Que dalle. Il faut que tu mettes ici un dé qui ne m'intéresse pas. Ah. Ça, c'est une, c'est malin. c'est une petite idée qui est très très maligne dans ce jeu-là. Partant de là, les dés, vous allez venir les poser à droite à gauche. Ici pour gagner des modificateurs, ici pour gagner des sous, ici pour venir récupérer des pouvoirs spéciaux que vous mettez sur votre plateau qui customisent votre jeu, ici pour venir récupérer des animaux. Ces animaux ont chacun des petites caractéristiques. Regardez-moi ce bel écureuil. On se tame... non, j'y arriverai pas là. Non, mais non, c'est bien tenté. Ce Corallus caninus, hein, un serpent. Bien, vous venez poser ça chez vous, très bien. Après, vous allez observer ces animaux, Ah oui. avec les cases qui sont ici. Alors, en observant un animal, je sais pas, je vous avais pris un 3 par exemple, bah, si vous le mettez là, ce 3 est un 3. Très bien. Si vous mettez de là, ce 3 est un 4. Si vous mettez là, ce 3 est un 5. Si vous mettez là, ce 3 est un 6. Mais vous n'aurez pas gagné de prestige. Et vous allez observer un animal rouge. Un animal, du coup, qui vit en Amérique. L'observer permet de poser des petits cubes sur les cartes pour dire « j'ai bien vu ». C'était un oiseau. « j'ai bien vu ». Oui, non, mais c'est ça. Hein. J'ai bien vu. Il vit sur un arbre. Bien, vous mettez des cubes pour dire que vous avez appris des choses sur cet animal-là. Votre but étant de publier, un peu comme Amélie Nothomb. Mais faites-le un peu moins quand même, parce qu'il y a des trucs un peu discutables. Publier, c'est là. Publier, c'est ici. Dire, Ok. tiens, J'aimerais publier, je vais vous parler des animaux qui vivent dans les arbres. vous avez tous vos animaux devant vous. Vous allez maintenant pouvoir vous allez prendre un animal de référence. Un animal qui a priori vit dans l'arbre. Je vais publier, par exemple, grâce à un dé de la même couleur que l'animal, je vais publier sur le Balearica regulorum. Bien, admettons que j'ai observé avant que j'ai posé des cubes. C'est un cube, c'est un animal qui vit dans les climats tempérés. Eh bien, je vais poser mon cube ici, on fera 8 points de victoire, et je vais également lever les cubes de tous les animaux tempérés, Oula. également sur la case. Puis, je vais regarder, est-ce que j'ai mis un cube ici, l'arbre, je vais poser tous les animaux qui ont un truc d'arbre, je vais poser tous les animaux qui sont omnivores, et poser des cubes de tous les animaux qui sont des oiseaux. Tous les animaux de lesquels j'ai enlevé des cubes, dégage, je les ai observés. Ah oui, mais j'ai encore plein de trucs à observer sur ces autres animaux. Hop, 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 hop. Oui, mais tu prends ta référence et tout ce qu'il y avait dessus, le reste, tu le dégages. C'est là où c'est toute une gymnastique assez diabolique. Votre but est de prendre un animal et de récupérer des animaux qui vont bien avec, de remplir les bons cubes et de publier un truc massif à l'intérieur de tout ça. Si possible, des choses qui rapportent le plus de points de victoire possible. En faisant ça, vous gagnerez des sauts qui vous permettront
d'améliorer vachement plus vos dés les coups d'après. Tiens, c'est un bon vieux plus 5 au dé ou des trucs qui permettent de rejouer des actions. Vous avez compris l'idée. Plusieurs manches, à vous d'arriver à faire les meilleures observations d'animaux à travers tout ça. On est sur un jeu, clairement, qui va vous faire penser. Vous allez dire, oh, bah oui, on a l'impression de Wingspan, d'un truc comme ça. C'est, vous l'avez bien compris avec ces petites explications, plus tactique que ce que peut être Wingspan. L'aspect de prévision, d'anticipation est un peu plus majeur encore dans Encyclopédia. Il n'enlève rien que cette petite astuce de l'aider et tout est sans doute une des parties très très plaisantes du jeu. Et puis, éditorialement, bah, c'est fort joli. On est sur 2-4 joueurs, clairement à 2, ça tombe très bien. C'est plutôt très agréable à jouer. Je crois que c'est de l'ordre d'une cinquantaine, soixantaine d'euros pour pas ne dire de bêtises. Il reste maintenant un jeu. Oh. Quoi? Je me rends compte que j'ai oublié la seule vanne que je voulais piquer à Seb. Le mec il arrive, c'est un one-man show, il a écrit, il a une vanne. Mais oui, non, je ne l'ai même pas écrit, c'est Seb qui l'a écrit. C'était Boogeyman Wonderland. Ça marche moins bien. Tiens, Boogie. Il ne sera pas à l'Olympia la semaine prochaine, c'est Nicolas. Alors, la semaine dernière, quand je vous dis qu'on a oublié de parler de Greek Life, il y avait un autre jeu dont on a oublié de parler. Si vous rembobinez, soyez sympa, rembobinez. Vous verrez qu'il y a également Évasion Libération. Alors, on reçoit ça, bien, Évasion Libération, Escape Room, Matago, bon. Tout bêtement, je lis la règle, on dirait unlock. Bon, très bien. Bon, bah, très bien, il y a Évasion Libération qui est sorti, on dirait unlock. Qu'est-ce qui déboule pas ce matin au magasin? Sébastien et Christy, qui sont en mode « Ouais, c'était trop bien, allez-y, jouez à ça et tout. Moi, je vais le dire. » Un peu en mode vénère, parce qu'il n'était pas là ce soir, qu'il ne pouvait pas en parler, pour dire « Vas-y, ça déchire. » Ok, Sébastien, qu'est-ce qui déchire dans tout ça? Au passage, voilà. Elle déchire. Les choses sont dites. Voilà. Qu'est-ce qui déchire dans tout ça, selon lui? Ben, c'est ce qui est très dur à arriver à faire comprendre. Le thème est complètement barré, c'est dans un monde dystopique, dans lequel les prisonniers, il y en a trop, on ne sait plus quoi en foutre. Donc en fait, il va falloir gagner la chance d'aller en prison. Vous allez participer à une espèce d'épreuve, une espèce de jeu télé un peu sordide, dans lequel vous risquez de crever à l'intérieur. Et si vous gagnez, vous avez gagné le droit d'aller en tôle. Hein? Qu'on envoie Claude Guerre là-dedans. Et du coup, vous allez avoir des personnages que vous allez croiser au fur et à mesure du jeu, vous et vos comparses d'émissions télé. Votre but... Martina Castillo. Ouais, c'est des Espagnols c'est des Espagnols qui font ça. Miguel. Eh ben... Ah ouais, mais elle n'a pas l'air bien en point, là. Ouais, non, il leur arrive plein de trucs vraiment super méga pas cool. Il y a un petit côté... mince. 50 Clues? Ouais, 50 Clues, Squid Games, un peu truc. Ah oui, Squid Games. So, il va nous arriver que des horreurs. Un système de cartes à combiner. Vous avez des codes qui renvoient à des combinaisons et au dos, la combinaison va vous dire est-ce que c'est réussi ou est-ce que c'est raté, histoire que vous ne fassiez pas tout spoiler. Et les cartes, vous allez pouvoir les additionner entre elles pour essayer de récupérer des codes. À chaque fois que vous vous bloquez dans le jeu, les cartes ont des QR codes. En les scannant, ça fait apparaître des notes dans votre bloc-notes de votre téléphone avec les indices à récupérer. Du coup, pas besoin d'application qui est dédiée. Et ben, ils sont grave marrés en jouant à ça. Entre on essaie de sauver tout le monde ou on en sacrifie d'autres pour finir, il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui sorte à la fin pour que ça marche. Entre l'histoire, la petite mécanique, les énigmes, ils nous ont dit c'est 4 sur 10. C'est 4 sur 10 de difficulté. De 4 sur 2 difficulté, ils ont mis, alors c'est chronométré, c'est 1h30, ils ont mis 1h40. En disant bon allez, on compte pas trop. Mais bon, c'est Seb et Christy quoi. Hein. Ouais. Et surtout arriver en disant un truc, c'est 10 balles. Ça ouais. Ça c'est 10 balles. C'est 10 balles et il y en a 2 autres qui arrivent. Carrément. Et donc, comme quoi, vraiment, des fois, les jeux, il faut y jouer. Ce qu'on vous dit sur Challengers, c'est la meilleure façon de se faire un avis sur les choses. Du coup, si vous avez des boîtes de presse à nous envoyer, et si vous voulez qu'on puisse dire à chaque fois un peu le ressenti sur les choses, c'est le moment ou jamais. Donc, a priori, ça mérite intérêt. Sébastien, si vous venez au magasin, vous en parlera avec plus de conviction que ce que je peux faire moi, qui n'ai pas vécu cette même chose-là. Mais ce n'est pas le seul jeu chronométré qui va sortir cette semaine. Une autre chose. Et on terminera sans doute la vidéo par ça. Quand je vous dis que c'est quelque chose, si vous avez vu le petit pitch de la meilleure d'entre nous qui est Tatiana, il s'agit de Opération Eclipse. Le casse impossible. Sorti chez Ori Games, une société dans laquelle évolue quelqu'un qui s'appelle Simon et une fille fabuleuse qui s'appelle Alice. Mais vous vous en fichez, mais je tenais quand même à le dire. Mission en temps réel. Ouais, alors voilà. Très atypique. Qu'est-ce que c'est ? Des fois que vous ayez déjà joué à d'autres jeux d'enquête, comme pourrait l'être le Diadème d'Amaryllis, j'ai surkiffé, c'est quand même très digne d'intérêt, mais ça marche encore un peu de manière différente. Grosso modo,
Il y a des gens qui veulent. Il faut que je me décale en fait. Il me fait dire regarde, bouge-toi là, t'as vraiment une sale gueule avec ces éclairages affreux. Et puis il y a le grillage en plus. Ah, c'est derrière. pas très beau. Dans Opération Eclipse, le monde est menacé par une cyberattaque massive organisée par le cartel Zipacna. Votre mission, si vous l'acceptez, est de constituer une équipe depuis votre quartier général pour vous introduire dans la banque attitrée du cartel. Hein, C'est sympa. et voler les fonds destinés au financement de la cyberattaque. Il y a marqué banque du cartel devant. Voilà. Imagine le truc. Ici, l'argent de la drogue. C'est genre, ah, il est là. Voilà, là. Oh, regardez, les fonds libyens de Nicolas Sarkozy, ça, ils sont là chez les boulangers. Bien. Donc, on va essayer de leur piquer, de leur empêcher qu'ils arrivent à avoir des thunes. Vous avez compris l'idée. Bien. Ce que vous avez dans la boîte, c'est le plan un peu d'attaque de la banque, tout ça, que vous allez devoir observer avec les autres en temps réel. Et pendant que vous allez observer tout ça, bah, vous avez l'équipe de gens qui vont dans la banque pour piquer les fonds. Vous êtes leurs potes qui allez les aider à braquer cette banque. Et vous allez discuter en temps réel avec eux. Via une petite application, il y a une sorte d'intelligence artificielle avec qui vous discutez, qui va vous faire remonter des photos, des images, des vidéos, même du braquage qu'ils sont en train de commettre dans la banque. Et vous, votre équipe, vous êtes là autour de la table, un peu frénétiquement, parce que tout ça, ben, ça joue vraiment en temps réel, à essayer de les aider à braquer tout ça, de comprendre et leur envoyer les bonnes informations à partir de documents que vous allez faire. Parce que là-dedans, il y a plein de documents particuliers. Nicolas, tu as un truc à dire. En fait, ouais, il y a un truc, c'est qu'on peut y jouer en mode, comme tu dis, frénétique et dans le feu de l'action. C'est-à-dire, on va dans le feu, on ne cherche pas à réfléchir, à consulter les documents et on y va. Et dès qu'il y a un problème qui se pose, ben, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ou alors, a priori, ce qu'on peut faire aussi, c'est analyser complètement tous les documents et voir que, ah oui, là, il va se passer ça, là, il y a une alarme et il va falloir trouver le code avant qu'ils y arrivent, comme ça, c'est plus pratique, comme ça, ils ont juste à rentrer le code, etc. On peut tout à fait le faire en mode, on se prépare à fond avant de se lancer dedans. J'ai l'impression que les deux sont possibles, en fait. Ok, le moment où tu dis on se lance dans le casse, Ouais. tu peux le prévoir avant et... Ouais, on peut potentiellement... en avant, c'est parti, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a les deux qui sont possibles. De toute façon, les jeux, souvent, sont maintenant des sortes d'expériences, pas des murder parties, mais des moments dans lesquels on essaie de nous faire vivre des choses. Et pas juste, j'ai joué un jeu. Vous sortez là en disant, waouh, il s'est passé quoi, c'était un peu fou. On y revient, hein, on boucle sur Challengers, hein, de vous jouer ça, vous dire, waouh, c'était un peu fou, là, cette espèce de soirée où on hurlait. Boogeyman, vous êtes à l'intérieur d'un film quand vous jouez à ça. C'est pour ça qu'on en arrive à Opération Eclipse, un truc qui intéressera Monsieur Blu, qui aime bien les jeux d'enquête, pour boucler avec tout ça. Bon, c'était cette semaine, et ça vaut une vingtaine d'euros de mémoire. Je sais pas. Ah, on n'a pas la Je sèche. Tu sèches, telle l'encre de sèche. Voilà. Il fait déjà nuit noire le temps qu'on vous parle Ah bah, de tout il ça. fait nuit noire depuis 17h, si tu veux. Donc oui. Oui, forcément, forcément. Bon, Challengers, Sky Mines, Time of Empire, Piège obscur, la réédition de Paper Tale d'Encyclopédia. La semaine prochaine arrive le nouveau Unlock. La semaine prochaine arrive Wingspan Asie. Ah oui. A été décalé d'une semaine, Super Mega Lucky Box. On pensait que c'est la semaine prochaine. Et en fait, c'est légèrement la semaine d'après, vers le 6, 7, 8 décembre. Alice is Missing est repoussé à fin décembre. Pas sûr qu'il y en ait pour Noël. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on en est exactement de tout ça. Voici donc ce qui se passait dans le monde du jeu cette semaine. Challengers en tête. J'attends vos retours là-dessus, parce que pour l'instant, nous, on est tous assez dithyrambiques et enthousiastes. Mais personne n'y a joué pour l'instant, quoi. Donc on attend vos retours à partir de demain et à partir d'aujourd'hui et samedi. Venez. Ouais, carrément. Et si vous êtes là dimanche, on tourne une vidéo un peu folle. On y reparlera de Challengers. Si vous êtes du côté de Toulouse ce dimanche, il y a le lien pour contacter Baptiste pour dire « Je veux venir participer à cet après-midi de tournage ». Ça se passera entre 13h et 16h, 17h dans Toulouse. Il y aura du monde, il y aura des jeux. L'occasion que ça parle de jeux de société, que vous puissiez aussi jouer à des choses et nous donner votre avis sur les jeux sortis cette année. Vous avez tous les liens dans la description, venez participer. Ça devrait être grave cool. Désolé pour ces dispos qui durent des plombes. On se quitte avec absolument rien du tout. Avec un canard. Avec un canard. Avec le canard. Regardez-moi ça. Ah oui, moi je vais aller sur celui-là. Ah ouais, mais il y a lui, il est cool aussi. Ah oui. Allez, je préfère lui. à bientôt pour de nouveaux épisodes de C'est Dispo. Ciao, ciao. Ciao.